Tous, préparez-vous à une nouvelle guerre. Et devinez qui va la déclencher. C'est la Russie, encore une fois. Une nouvelle loi vient d'être adoptée par la Douma d'État russe. Il ne reste plus que la signature de Poutine pour officialiser cela. Cette signature n'est qu'une formalité, et une fois la signature apposée, ce sera officiel. Poutine est devenu fou, et il est maintenant en train de préparer le terrain pour une guerre qui s'étendra bien au-delà de l'Ukraine, et pourrait englober l'Europe. Le 13 mai, un vote sur un tout nouveau projet de loi a eu lieu à la Douma d'État russe. Celui-ci était important. Même si le projet de loi est truffé de jargon juridique difficile à comprendre, l'essentiel reste simple. Il permet à Poutine d'ordonner l'invasion d'un autre pays quand il le juge nécessaire. Ce n'est pas précisément ce que dit le projet de loi. La Russie ne peut ordonner une invasion que si elle juge nécessaire de protéger ses citoyens menacés à l'étranger. Mais ce n'est qu'un écran de fumée. Cette soi-disant protection concerne tout citoyen russe, faisant l'objet d'enquêtes, d'arrestations, de jugements, ou comme le dit Politico, maltraité de quelque façon par des États étrangers, des tribunaux internationaux et des organisations excluant la Russie. La Russie a ainsi posé une condition irréalisable pour tout pays. Soit un pays doit donner carte blanche à n'importe quel Russe pour faire ce qu'il veut sur son territoire, soit ce pays doit risquer que Poutine déclare une invasion sous prétexte de protéger un individu. Cette loi n'a pas de vraie logique, c'est fait exprès. Elle sert à fournir à Poutine un faux prétexte pour lancer une nouvelle invasion à tout moment. Le projet de loi a été adopté, et il attend maintenant que Poutine y appose sa signature avant qu'il ne devienne officiellement une loi russe. Nous n'avons même pas besoin de débattre pour savoir si Poutine va se donner le pouvoir d'envahir n'importe quelle nation qui l'énerve. Ce projet de loi viendrait des entrailles du Kremlin. Tous ceux qui l'ont rédigé auraient eu Poutine et ses acolytes à l'oreille. Soyons francs à ce sujet. Poutine est l'homme responsable de l'existence même de ce projet de loi, et il n'y a absolument aucune chance qu'il refuse de le signer. Il va évidemment signer. Ce projet de loi lui offre tout pour imposer sa folie au-delà de l'Ukraine. En fait, Poutine a déjà commencé à indiquer où il compte diriger l'attention de la Russie ensuite. Les choses vont devenir sérieuses, et nous en dirons plus bientôt. Vyacheslav Volodine, président de la Douma d'État russe, a donné une bonne indication du récit que la Russie va créer, maintenant que Poutine a son nouveau projet de loi prêt à signer. La justice occidentale est désormais un outil pour réprimer ceux qui contestent les décisions des responsables européens. Dans ces conditions, il faut tout faire pour protéger nos citoyens à l'étranger, a affirmé Vyacheslav après l'adoption du projet de loi par la Douma d'État. L'histoire est donc claire. Il ne s'agit pas seulement de punir les nations qui constituent une menace pour les citoyens russes. Ce projet de loi vise avant tout à remettre l'Occident et ses structures juridiques prétendument illégitimes à leur place. En d'autres termes, arrêtez de rendre les Russes responsables de nos crimes de guerre ou d'autres choses. Moquerie mise à part, voici ce que ce projet de loi signifie pour les trois entités qu'il est le plus susceptible d'impacter. D'abord, il y a l'Ukraine. On ne peut nier les nombreux parallèles entre le langage autour de ce projet de loi et le prétexte créé par Poutine pour envahir l'Ukraine. Comme le souligne Euronews, Poutine a utilisé la fausse affirmation selon laquelle il devait protéger les citoyens russes et la population russophone, comme l'une des raisons pour lesquelles il a lancé une invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022. À l'époque, Poutine ne pouvait pas encore qualifier cette invasion de guerre. Il a parlé d'opération militaire spéciale, à la fois pour la propagande et parce qu'il pensait que l'Ukraine s'effondrerait vite, lui permettant de garder ce terme sans parler de guerre. La Douma d'État a adopté une loi permettant à Poutine de légitimer son invasion de l'Ukraine, malgré l'échec de ses plans initiaux, du moins en Russie. C'est dangereux pour l'Ukraine. Si Poutine décide de ne plus appeler son invasion une opération militaire spéciale mais une guerre, cela ouvre la porte à la mobilisation de l'armée russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky le pense aussi. En avril, il a indiqué que la Russie imposait des lois pour permettre à Poutine de réprimer des applications comme Telegram et d'imposer de fortes restrictions sur Internet, signes avant-coureurs d'une mobilisation. Il y a désormais un autre signe avant-coureur, et l'Ukraine a d'autres sujets d'inquiétude. Alors que la Russie adopte des lois permettant à Poutine de déclarer ses invasions illégales, la Biélorussie est préparée comme marionnette pour une nouvelle invasion. Le président du pays, Alexandre Loukachenko, a déjà affirmé que son pays allait mobiliser sélectivement des unités alors qu'il se prépare à la guerre. Le 18 mai, la Russie et la Biélorussie ont mené un exercice militaire commun sur le déploiement d'armes nucléaires tactiques depuis des sites non prévus. Selon Zelensky, les renseignements ukrainiens affirment que Poutine tente d'impliquer activement la Biélorussie dans la guerre, le pays pouvant viser le nord de l'Ukraine ou un membre de l'OTAN. La folie de Poutine semble contagieuse chez ses marionnettes.
Alors que la Russie pose les bases de futures invasions, Loukachenko, le chien de poche, attend simplement l'ordre de son maître pour rejoindre la Russie dans ses prochains projets. Pour l'Ukraine, la menace de cette nouvelle législation est double, car Poutine peut l'utiliser pour légitimer la mobilisation et entraîner d'autres nations dans le conflit. Pour l'Occident, cette nouvelle loi est une menace encore plus grande. Zelensky le sait, d'où sa mention d'une attaque potentielle contre un pays de l'OTAN via la Biélorussie. Mais avant d'approfondir ce que tout cela signifie pour l'Occident, nous commençons peut-être à voir la Russie esquisser la manière dont elle compte utiliser sa nouvelle loi dans un autre pays, l'Arménie. L'Arménie est un exemple intéressant concernant sa relation avec la Russie. Pendant des années, la Russie a pu exploiter les tensions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour exercer son influence sur l'Arménie. Mais ensuite, quelque chose a changé. En 2026, la fondation Carnegie a mis en avant ce changement dans un article du 3 février. Elle a rappelé que le chef du Conseil de sécurité arménien avait désigné la menace hybride des pays tiers comme le principal danger pour l'Arménie en 2026. Pays tiers signifie la Russie. Les responsables arméniens sont désormais plus audacieux pour critiquer subtilement la Russie dans le pays. Le premier ministre arménien, Nikol Pachinian, a déclaré que certains hauts prélats de l'église apostolique arménienne semblent privilégier les intérêts d'un pays tiers plutôt que ceux de l'Arménie. D'autres responsables emploient désormais un langage anti-impérialiste, en évoquant l'ère soviétique que Vladimir Poutine veut visiblement rétablir. En Arménie, une forte rébellion contre la russification a éclaté, provoquant la colère de Vladimir Poutine. Lors d'une conférence, le Dixmé Vladimir Poutine a incité Pachinian à organiser un référendum sur le choix de l'Arménie entre l'Union européenne et l'Union économique eurasiatique, dominée par la Russie. Vladimir Poutine sait que l'Arménie se rapproche de l'Union européenne et veut y adhérer. Vladimir Poutine ne veut pas de cela. Il a mis en garde contre certaines circonstances qui pourraient survenir si l'Arménie se rapproche davantage de l'Occident, allant même jusqu'à dire que le pays pourrait se retrouver confronté à un scénario similaire à celui de l'Ukraine s'il continue sur sa voie actuelle. Poutine veut un référendum car les votes peuvent être achetés et manipulés. Concernant la manipulation, on observe aussi des évolutions notables dans l'espace informationnel arménien. Le 15 mai, seulement 2 jours après que la Douma d'État russe a adopté sa nouvelle loi, Milatani a rapporté qu'un réseau de désinformation russe diffusait de fausses informations alarmantes à travers l'Arménie. Cette campagne a commencé quelques mois avant le rapport, et elle se résume au réseau russe, qui publie des images et des vidéos truquées, diffusant l'idée qu'une guerre avec la Russie pourrait éclater si l'Arménie ne fait pas ce que Vladimir Poutine veut qu'elle fasse. Début mars, une vidéo affirmait à tort que l'Institut pour l'étude de la guerre prédisait un conflit inévitable avec la Russie si Pachinian gagnait les élections de juin. Certaines vidéos prétendaient que Pachinian avait passé des accords secrets avec la France, dont une où Emmanuel Macron aurait offert son soutien à l'Arménie si elle entrait en guerre contre la Russie. Au total, il y avait au moins une vingtaine de ces vidéos identifiées comme faisant partie de la campagne de la Russie, qui semble conçue pour faire deux choses, manipuler et intimider. Le plan est en train d'être mis en place. D'abord, menacer la nation qui a des liens avec la Russie. Ensuite, essayer de la manipuler pour qu'elle agisse selon la volonté de Poutine. Troisièmement, si cette nation ne se conforme pas, eh bien, il se trouve justement qu'il existe désormais une législation qui permet à Poutine de lancer une invasion pour protéger les citoyens russes. De nombreux citoyens russes vivent actuellement en Arménie. Selon l'Osservatorio Balkani Causa Trans-Europa, 142 000 Russes sont arrivés en Arménie, rien qu'au premier trimestre de 2022. Beaucoup ont probablement voyagé pour échapper à la guerre que Poutine a lancée pendant cette période. Maintenant, n'importe lequel d'entre eux pourrait être l'excuse que Poutine utilise pour lancer une attaque contre un pays qu'il ne peut pas contraindre. Si l'Ukraine n'a pas suffi à avertir l'Occident que la Russie a plus à offrir que l'invasion de février 2022, alors les événements en Arménie et la nouvelle législation de la Douma devraient déclencher de vives alertes. Mais avant d'approfondir les raisons, voici The Military Show. Nous offrons une vision complète, pas seulement les gros titres. Si notre chaîne vous plaît, abonnez-vous pour suivre nos analyses. L'Arménie semble visée par Poutine avec la nouvelle loi russe, mais l'Occident reste sa cible principale. Zelensky l'a dit clairement. La nouvelle loi russe permet à Poutine d'envahir tout pays occidental qu'il juge menaçant pour la Russie. Ce n'est pas comme si l'Occident, surtout les Européens de l'OTAN, ignorait la menace russe. Le 15 mai, l'inspecteur général des forces armées allemandes, Carsten Breuer, a affirmé que la Russie se prépare à une sorte d'attaque dans les prochaines années.
Divers indicateurs, l'accumulation d'armes et de main-d'œuvre, des événements économiques et politiques, convergent vers un point, 2029, a déclaré Breuer. Il a été soutenu par le chef d'état-major de la défense au Royaume-Uni, le maréchal en chef de l'air Richard Knighton. La Russie combat en Ukraine, apprend de cette guerre, développe de nouvelles technologies, et Poutine a montré sa volonté d'attaquer des États souverains. Plus on approche de la frontière russe, plus on le ressent, a déclaré Knighton lors du même entretien avec Breuer. Comme on l'a dit, les sonnettes d'alarme devraient retentir. Il y en a d'autres, qui pointent du doigt Poutine, et déclarent qu'il a quelque chose de sinistre en préparation. En février dernier, c'est la Suède qui tirait la sonnette d'alarme. Un rapport annuel du service de renseignement militaire et de sécurité a signalé plusieurs opérations de guerre hybrides, dont des sabotages et cyber-opérations contre la Suède et ses alliés occidentaux, qualifiant ainsi la Russie de principale menace militaire pour la Suède et l'OTAN. Cette menace vient de passer à un tout autre niveau maintenant que Poutine s'est essentiellement donné la permission d'envahir n'importe quel autre pays à sa guise, au moindre prétexte. Politico ajoute que les responsables de la défense de l'UE estiment que les prochaines années pourraient voir le Kremlin multiplier les provocations et tester les limites de l'engagement global de l'Occident envers l'alliance de l'OTAN, et, par extension, son engagement envers l'Ukraine. L'ex-conseiller à la sécurité nationale tchèque, Tomáš Pojar, estime que tout test de ce type visera la Baltique, ou peut-être la mer Noire. La Bulgarie pourrait être visée, selon Tomáš Pojar, car elle dépense moins pour sa défense que les pays baltes, déjà alertés par la menace de Vladimir Poutine avant l'invasion russe de l'Ukraine. Le schéma observé en Arménie pourrait-il être appliqué à des alliés de l'OTAN ? Si cela se produisait, l'OTAN serait mise à l'épreuve. La Russie s'est autorisée à envahir, et verrait dans une nation qu'elle considère comme l'une des plus faibles de l'OTAN, une cible idéale pour un test. Si l'OTAN ne défend pas tout de suite la Bulgarie ou les pays baltes en cas d'invasion russe, Poutine saura qu'il peut aller plus loin que ce que l'OTAN prétend. La nouvelle loi russe vise surtout à offrir des options à Poutine. En Ukraine, il peut légitimer sa guerre auprès des Russes, préparant ainsi une mobilisation et l'implication de la Biélorussie. L'Arménie paraît visée par Poutine, avec tous les éléments réunis pour une invasion selon les nouvelles lois russes. Et en Occident, la menace que Poutine fait peser depuis des années est en train de se rapprocher dangereusement de la réalité. Maintenant que Poutine dispose de la facilité juridique nécessaire pour justifier une attaque contre une nation comme la Bulgarie, où jusqu'à 30 000 Russes vivent toute l'année, selon les chiffres du New Geopolitics Research Network publié en 2021, ou les États baltes, foyer de dizaines de milliers de citoyens russes. Tous les signes montrent que la Russie va lancer de nouvelles guerres. Mais voici la grande question. La Russie est-elle prête pour le combat qu'elle veut lancer ? Dans un pays comme l'Arménie ? Alors oui. Dans son classement des 145 nations militaires, Global Firepower place l'Arménie à la 101e position. L'armée active du pays compte 65 000 membres et sa puissance militaire est quasi inexistante, surtout face à la Russie. Poutine pourrait donc facilement obtenir la victoire écrasante espérée en Ukraine s'il attaquait l'Arménie. Mais imaginons qu'il vise un pays de l'OTAN, et que l'Alliance réagisse par une défense totale à l'invasion russe. C'est le pire scénario pour Poutine, surtout s'il envahit alors qu'il est déjà en Ukraine. Nous avons constaté les dégâts causés par l'Ukraine à la Russie. Selon le ministère des Finances, la Russie compte plus de 1,35 million de pertes, un chiffre en hausse, au 18 mai. Ces chiffres sont incroyables, et l'Ukraine aidera volontiers ses partenaires européens à élaborer des stratégies pour se défendre contre la guerre menée par la Russie. Tant que l'Ukraine agit, Poutine serait fou d'envahir un pays allié à l'OTAN. La situation se complique si la Russie réussit en Ukraine, ce qui est incertain, puis attaque un pays de l'OTAN. Si les États-Unis rejoignent la réponse de l'OTAN, la Russie sera en infériorité numérique et de puissance de feu dans presque tous les domaines, surtout après des années de guerre en Ukraine. La participation des États-Unis n'est pas assurée. Donald Trump a souvent suggéré qu'il pourrait retirer les États-Unis de l'OTAN et utiliser une invasion russe contre un petit membre comme prétexte pour refuser d'intervenir. Sans l'Amérique, l'OTAN européenne devrait pouvoir rivaliser avec la Russie. Mais la théorie ne suffit pas. Le manque d'expérience dans le type de guerre menée par la Russie pourrait poser problème aux membres européens de l'OTAN, surtout lors des combats terrestres, selon Newsweek. L'Europe aurait l'avantage aérien, mais la marine russe, très vaste, pourrait dominer les navires européens, malgré leur supériorité technologique et leur meilleur entretien. Et bien sûr, la Russie dispose de l'option nucléaire. Selon l'Arms Control Association, elle possède 5580 ogives nucléaires contre 515 pour la France et le Royaume-Uni réunis.
Ce serait probablement un combat plus équilibré que beaucoup ne l'imaginent. Et si Vladimir Poutine parvient à provoquer des divisions au sein de l'alliance de l'OTAN, comme il essaie de le faire depuis des années, une invasion d'un petit allié de l'OTAN pourrait bien devenir envisageable. Le Belfer Center prévoit que la Russie intensifiera sa guerre hybride, l'intimidation et la désinformation dans les prochaines années. La situation actuelle en Arménie pourrait annoncer ce qui attend la Bulgarie ou les États baltes. Poutine parie sur la possibilité de créer une fracture au sein de l'OTAN suffisamment profonde pour écarter les États-Unis, et assez complexe pour prendre de court les membres européens de l'OTAN, les poussant à s'enliser dans la bureaucratie, les querelles internes et des réponses inadéquates. La Russie s'est créé son propre prétexte avec l'adoption du projet de loi, la signature de Poutine étant inévitable. Les pays européens avec de grandes populations russes sont maintenant menacés. Toute campagne de dérussification pourrait être un déclencheur. L'arrestation d'un seul citoyen russe, même pour des motifs légitimes, pourrait servir de prétexte. La folie obscurcit désormais l'esprit de Poutine. Il n'a jamais autant rapproché la Russie d'une guerre contre l'Europe. Même sans invasion majeure, le nouveau projet de loi russe pourrait justifier d'autres agressions, comme des tactiques de guerre hybrides et des opérations limitées censées protéger les citoyens russes. Les bases d'une nouvelle guerre ont été posées. La Russie a légalisé la terreur de Poutine. Alors que la Russie envisage de futurs conflits, elle doit encore gérer l'Ukraine. Les pertes croissantes et les difficultés de recrutement fragilisent la Russie dans la guerre en Ukraine. D'une manière ou d'une autre, Alexandre Loukachenko est devenu encore plus fou. La marionnette biélorusse de Poutine, Alexandre Loukachenko, a déjà parlé de mobilisation et de préparation à la guerre. Désormais, les armes nucléaires sont en jeu. Loukachenko et Poutine coopèrent pour apporter quelque chose de sombre aux portes de l'OTAN. C'est la Russie, la Biélorussie, des armes nucléaires. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Plusieurs choses, mais parlons d'abord des exercices. Le 18 mai, Politico et d'autres médias ont annoncé que la Russie et la Biélorussie lancèrent des exercices pour entraîner le déploiement d'armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Les exercices ont semblé surgir de nulle part, car aucun des deux pays n'avait signalé se préparer à ce genre de choses dans les semaines et les mois précédents. Un jour, rien n'était prévu. Puis la Biélorussie a soudain collaboré avec la Russie pour entraîner ses troupes à lancer une arme nucléaire contre un ennemi inconnu. Ce ne sont pas des exercices ponctuels. Selon le ministère biélorusse de la Défense, ils ont commencé le 18 mai, doivent durer plusieurs semaines et devraient probablement s'intensifier. Dans un communiqué officiel, le ministère est resté vague sur ses intentions, déclarant que l'événement visait à tester la capacité à mener des missions de combat depuis des sites non préparés en Biélorussie. L'accent principal sera mis sur l'entraînement à la furtivité, au déplacement sur de longues distances et à la réalisation de calculs pour l'utilisation des forces et des moyens. La Biélorussie ne trompe personne avec ses déclarations générales. Elle s'entraîne à utiliser des armes nucléaires tactiques. C'est une préoccupation majeure, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour de nombreux pays sous l'égide de l'OTAN. Sky News rapporte que la Biélorussie organisera bientôt des exercices similaires dans plusieurs régions, avec 3 objectifs principaux. Tester la préparation de l'armée au déplacement et à l'utilisation d'armes nucléaires, ainsi que les méthodes pour garantir la discrétion d'un tel déploiement, si la Biélorussie passait des exercices à une attaque réelle. Les exercices permettront à la Biélorussie et à la Russie de mieux comprendre comment transférer des armes nucléaires tactiques sur de longues distances en Biélorussie et d'évaluer les effectifs et matériels nécessaires. La Biélorussie a déjà consacré beaucoup de troupes à la première phase de l'exercice. Sky News rapporte que 1500 soldats participent à l'exercice, et qu'ils utiliseront environ 200 pièces d'équipement, y compris des avions. La seule consolation, c'est que la Russie contrôle toujours les stocks nucléaires en Biélorussie. Cependant, ces exercices pourraient permettre à la Biélorussie d'agir de façon autonome, notamment lors de la préparation d'une frappe future. Si nous ne le savions pas déjà, c'est désormais officiel. Loukachenko a perdu la tête. Autrefois simple exécutant de Poutine, le dictateur biélorusse pouvait au moins prétendre défendre les intérêts de son peuple. Il aurait menti, mais il aurait pu le prétendre. Mais maintenant, Loukachenko a essentiellement remis les rênes du pouvoir à Poutine, permettant à son pays de devenir un véritable État fantoche, militairement parlant, ainsi qu'une base de lancement pour des armes nucléaires. Mais pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui a poussé la Russie et la Biélorussie à relancer la gesticulation nucléaire d'une manière que nous n'avions jamais vraiment vue auparavant ? La réponse se trouve peut-être dans quelque chose que l'Ukraine a fait et qui a donné une grosse frayeur à Poutine.
Cet exercice conjoint inattendu a été organisé rapidement après que l'Ukraine a mené la plus grande attaque de drones contre Moscou et ses environs. La Russie a signalé 3 victimes civiles dans cette attaque. Mais pour l'Ukraine, l'objectif principal était de démontrer sa puissance aérienne et de détruire un maximum d'infrastructures militaires à Moscou et autour. À la fin du week-end d'attaque, l'Ukraine avait lancé environ 1300 drones pénétrant à plusieurs reprises les défenses aériennes russes autour de Moscou. Les installations endommagées incluent des usines produisant l'électronique et les microprocesseurs des missiles russes, la raffinerie de Moscou et un dépôt pétrolier à Solzhenitsyn-Ogorsk. L'Ukraine a lancé plusieurs drones lors des attaques. Ils comprenèrent le drone FP1 fabriqué par Firepoint, déjà bien connu, ainsi que le RS-1 Bars, un drone à réaction conçu pour frapper des cibles à des centaines de kilomètres de distance. The Guardian rapporte également que l'Ukraine a utilisé un drone qui n'avait pas encore été révélé au public, appelé Bars SM Gladiator. Ce drone est ce qui effraie le plus Poutine. L'Ukraine renforce ses frappes en profondeur dans la guerre. Alors que Moscou brûlait, Poutine et ses sbires auraient réalisé qu'il n'existe plus d'endroit vraiment sûr en Russie. L'Ukraine est devenue trop puissante. Ses armes à longue portée peuvent non seulement atteindre Moscou, mais elles peuvent aussi franchir les défenses aériennes denses que la Russie a installées dans la région. Pour Poutine, cela signifie que l'Ukraine n'est plus un pays qu'il peut contenir. Les exercices conjoints en Biélorussie ont débuté juste après ces frappes. Poutine utilise Loukachenko pour montrer à l'Ukraine qu'il est prêt à aller plus loin dans l'escalade. Mais cela pourrait tout de même représenter une menace. Après tout, ce n'est pas comme si la Russie venait seulement de commencer à brandir la menace nucléaire. Les menaces d'à peine voilées de destruction nucléaire ont été une caractéristique de l'invasion russe en Ukraine, même si ces menaces ont toujours été perçues comme des tactiques d'intimidation plutôt que comme des intentions réelles. Cette perspective est confirmée par plus de 40 ans de conflits sans déploiement d'armes nucléaires tactiques. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer que la Russie semble se préparer à l'éventualité de lancer des armes nucléaires. En novembre 2024, le Kremlin a annoncé que Poutine avait signé un décret modifiant la politique nucléaire officielle de la Russie. Quelques changements ont été apportés par ce décret, le plus important étant que la Russie pourrait adopter une doctrine de premier emploi si elle estimait que l'utilisation d'armes conventionnelles représentait une menace pour la souveraineté ou l'intégrité territoriale russe. La Russie peut invoquer chaque attaque ukrainienne sur son sol pour justifier une frappe nucléaire selon sa nouvelle politique. L'attaque contre Moscou aurait-elle pu être suffisamment importante pour que la Russie envisage de passer au premier emploi de l'arme nucléaire ? Espérons que non. Les exercices conjoints en Biélorussie sont très probablement destinés à adresser de nouvelles menaces en réponse aux frappes ukrainiennes sur Moscou, et ces menaces sont proférées plus près que jamais du territoire ukrainien. Ou cela pourrait être bien plus. Il y a beaucoup d'éléments qui rendent ces derniers exercices plus inquiétants que les menaces nucléaires habituelles que Vladimir Poutine a l'habitude de proférer. Des précédents dangereux s'établissent. Un président fantoche cède encore plus de contrôle à son marionnettiste. La réalité, c'est que tout cela se prépare depuis longtemps et pourrait causer une catastrophe, pas seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour l'OTAN. Ces facteurs changent tout. Et au fait, c'est l'émission militaire. Nous vous donnons une vue d'ensemble, pas seulement les gros titres. Abonnez-vous pour être sûr de toujours garder une longueur d'avance. Analysons de plus près la Biélorussie et son rôle. Alors que ces exercices conjoints font la une non seulement à cause de l'effet de surprise lié à leur lancement, mais aussi parce qu'ils devraient durer bien plus longtemps que d'habitude. Il n'est pas surprenant que la Biélorussie autorise ces exercices. Poutine a dit à Loukachenko de sauter, et ce toutou demande seulement à quelle hauteur. La Russie se prépare à cela depuis un moment. Nous l'avons constaté quand Poutine a déplacé des missiles hypersoniques Oreshnik russes en Biélorussie fin 2025. La Russie a assumé ce déploiement. Le ministère russe de la Défense a publié le 30 décembre des images montrant des systèmes de missiles mobiles Oreshnik déployés dans les forêts de Biélorussie, constituant déjà une menace pour l'Ukraine et l'OTAN. Le message était clair. La Russie déplace des missiles capables de transporter des ogives nucléaires, que l'Ukraine affirme pouvoir atteindre des vitesses allant jusqu'à Mach 11. Cette initiative n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, qui montre comment la Biélorussie a permis à la Russie de l'utiliser pour ses attaques contre l'Ukraine. Le Conseil de l'Atlantique indique que la Biélorussie a servi de base pour des dizaines de milliers de soldats russes lors de l'invasion initiale de l'Ukraine. En plus du nucléaire, la Biélorussie est accusée d'abriter des équipements permettant aux drones russes à longue portée de frapper leurs cibles. On pense aussi que la Russie a placé des dépôts de munitions sur le territoire de Loukachenko, suggérant qu'elle prévoit d'utiliser la Biélorussie pour une nouvelle invasion terrestre ou une attaque plus grave à l'avenir. Depuis plus de 4 ans,
La Biélorussie est l'un des plus importants soutiens à l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Les armes nucléaires présentes sur son territoire renforcent encore ce soutien, et ne peuvent être considérées que comme une sorte de récompense accordée à Loukachenko pour avoir été un si bon laquais. La menace nucléaire de la Russie, que la Russie fait peser via la Biélorussie, se préparait depuis bien plus longtemps que ne le laissent entendre ses exercices récents. Déjà en mai 2023, la Russie a signé un accord avec la Biélorussie, qui officialisait le déploiement d'armes nucléaires tactiques sur le territoire biélorusse. La Russie a déclaré que cette mesure, prise suite à la montée des tensions avec l'Occident, suivait l'annonce de Poutine en mars sur l'officialisation de l'accord. Il n'aura pas fallu longtemps pour que des armes nucléaires commencent à arriver en Biélorussie. La première livraison a eu lieu en juin 2023, comme l'a confirmé Loukachenko. Loukachenko, apparemment ravi d'accueillir des armes nucléaires, aurait affirmé que les ogives reçues par la Biélorussie étaient 3 fois plus puissantes que celles larguées sur Nagasaki et Hiroshima en 1945 par les États-Unis. Relativement petites à l'échelle du nucléaire au XXIe siècle, mais assez puissantes pour causer des dévastations en Ukraine ou sur un territoire de l'OTAN. C'était tout l'objectif, du moins en 2023. Un message était envoyé par la Russie via la Biélorussie. Loukachenko permettait que son pays soit utilisé comme base arrière. Au début, c'était un passage pour que la Russie envoie des troupes lors de l'invasion éclair de l'Ukraine. Mais quand l'Ukraine ne s'est pas effondrée comme Poutine l'espérait, la Biélorussie a arrêté d'être un passage direct pour les soldats russes, probablement par peur de frappes ukrainiennes. Cette même peur est probablement ce qui a poussé Loukachenko à franchir la limite, au point qu'il permet désormais à la Russie d'utiliser son pays comme un proxy nucléaire. Aujourd'hui, des exercices nucléaires conjoints ont lieu. Loukachenko avertit : si vous nous provoquez, l'oncle Poutine pourrait nous autoriser à employer des armes nucléaires. C'est là que tout pourrait très mal tourner. Aussi inquiétantes que soient les menaces nucléaires de la Russie jusqu'à présent, il y a toujours eu une certaine arrière-pensée, une supposition que Poutine n'était jamais vraiment sérieux, parce qu'il savait que le lancement d'une arme nucléaire par la Russie entraînerait une riposte dévastatrice de l'OTAN et de ses membres dotés de l'arme nucléaire. Un précédent est en train de s'établir. Des armes nucléaires russes sont confiées à un État fantoche susceptible d'agir pour Poutine ou de façon autonome, permettant ainsi à la Russie de nier son implication en cas de frappe depuis le Bélarus. Poutine et ses alliés pourraient dire « Nous leur avons juste donné des armes nucléaires. Nous ignorions que Loukachenko serait assez fou pour s'en servir. » Le président du Bélarus est considéré comme un idiot, manipulé par le Kremlin pour céder davantage de contrôle à Poutine. Avant cela, examinons la question du précédent. Ce n'est pas comme si le déploiement d'armes nucléaires dans un autre pays était une situation propre à la Russie et au Bélarus. Les États-Unis font la même chose, bien que ce soit avec des pays qui ont des structures de leadership bien plus stables que le Bélarus. Selon la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, ou ICAN, les États-Unis ont déployé des armes nucléaires dans 5 autres pays, dont l'Italie, la Belgique, l'Allemagne, la Turquie et les Pays-Bas. Vladimir Poutine a toujours su que toutes ces nations sont à portée de frappe de la Russie. Les États-Unis affirment qu'ils exercent un contrôle opérationnel total sur ces armes, ce qui signifie qu'elles ne seront pas lancées sans l'accord des États-Unis. Cela montre qu'il y avait déjà un précédent pour les actes actuels de la Russie et de la Biélorussie. Poutine et Loukachenko peuvent agir ainsi. Les États-Unis le font. Pourquoi pas la Russie ? Mais, comme le rappelle l'Ukraine, les États-Unis ne placent pas d'armes nucléaires chez des autocrates dangereux, contrairement à la Russie. Le ministère des Affaires étrangères ukrainien déclare « En faisant de la Biélorussie une base nucléaire proche de l'OTAN, le Kremlin légitime la prolifération nucléaire mondiale et crée un dangereux précédent pour d'autres régimes autoritaires. Ces actions doivent être condamnées fermement et sans équivoque par tous les États respectant le régime de non-prolifération nucléaire. » Le ministère a demandé plus de sanctions contre la Russie et la Biélorussie, ainsi qu'un soutien accru à l'Ukraine, après l'annonce des exercices nucléaires conjoints. Une ligne rouge a été franchie, déclare l'Ukraine, et il faut répondre pour que la Russie comprenne que toute action via la Biélorussie aura une réaction appropriée. La question est maintenant de savoir comment l'OTAN va réagir. Il faudrait fournir ce que l'Ukraine demande. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe en Biélorussie en ce moment représente une menace pour l'OTAN autant que pour l'Ukraine. Sky News note que l'ampleur et la portée des exercices conjoints entre la Russie et la Biélorussie ont augmenté ces dernières années. La Russie modernise les infrastructures et transfère des munitions vers des bases près d'Ozepovichi en Biélorussie depuis un certain temps. Cela avait du sens il y a 1 ou 2 ans. La plupart des exercices militaires biélorusses se tenaient alors au centre du pays, où se trouvait la base. Mais maintenant, quelque chose a changé. Les exercices militaires en Biélorussie ont désormais lieu plus souvent dans le nord-ouest, ce qui est bien plus proche des frontières de 2 pays membres de l'OTAN,
ce qui ne peut certainement pas rassurer l'Alliance de défense collective. Il s'agit de la Pologne et de la Lituanie. Ils surveilleront les exercices nucléaires conjoints de la Russie et la Biélorussie avec grande suspicion. L'OTAN surveille déjà étroitement les frontières de ces deux pays, et la Lettonie, tandis que la Lituanie a mis une partie de ses forces en alerte maximale. L'inquiétude de l'OTAN est manifeste. Des responsables de l'OTAN et de l'UE ont critiqué Poutine pour le déploiement d'armes nucléaires en Biélorussie. Cette condamnation tombait déjà en masse en 2023 lorsque le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a qualifié les actions de la Russie d'escalade irresponsable et de menace pour la sécurité européenne. Des préoccupations similaires persistent lors des exercices conjoints, mais la Biélorussie les rejette. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky considère la situation en Biélorussie comme une menace majeure. Le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a déclaré que ses propos visaient seulement à attiser les tensions. Car la Russie et la Biélorussie qui organisent des exercices nucléaires menaçant l'Ukraine et l'OTAN, c'est une tactique de désescalade. Tout cela nous ramène à l'homme au centre de tout cela, pas Poutine, mais le chien de poche Loukachenko. Selon News Sky, Loukachenko participe pleinement aux exercices nucléaires en cours sur son territoire. D'autres sont prévus pour juin, selon le média, et il semble probable que ces exercices seront intensifiés pour inclure davantage d'avions et impliquer des simulations de lancement. La Biélorussie continue d'affirmer que tous ces exercices sont de nature défensive, mais il est difficile de prendre ces déclarations au sérieux. La Biélorussie n'est pas attaquée et soutient l'agresseur dans la guerre en Ukraine. Loukachenko veut dire que Poutine lui a affirmé que tout cela est nécessaire, ce qui rend le dictateur biélorusse si dangereux. Quel que soit le peu de courage qu'il ait pu avoir, elle a disparu, ne laissant qu'un désir insensé de conserver un pouvoir qui échappe de plus en plus à Poutine. Certains pensent que Loukachenko fera tout ce qu'il peut pour éviter la guerre. La stratège politique Taras Zaharodny déclare à RBC Ukraine que Loukachenko est un bandit et un dictateur, mais pas un idiot, car elle affirme que Loukachenko comprend parfaitement que déclencher une guerre, nucléaire ou autre, avec l'Ukraine, ruinerait l'économie de son pays et affaiblirait son emprise sur le pouvoir. Zaharodny suggère que ce que nous voyons actuellement de la part de Loukachenko, c'est une imitation de préparatifs de guerre. Cela pourrait être le cas. L'influence de la Russie en Biélorussie est bien réelle. Progressivement, Poutine a amené Loukachenko à obéir à toutes ses demandes, comme lors de l'invasion initiale de l'Ukraine. Nous l'avons vu à nouveau lorsque la Russie a présenté son accord nucléaire comme étant bénéfique pour la Biélorussie, alors qu'en réalité, cela faisait de la Biélorussie une cible tout en permettant à la Russie de projeter davantage de puissance. On le constate encore lors des exercices nucléaires conjoints. Ces exercices n'ont pas lieu parce que Loukachenko le souhaite. Poutine est furieux des actions ukrainiennes à Moscou et utilise la Biélorussie pour envoyer un message. Loukachenko est donc très dangereux pour l'Ukraine actuellement, bien que son pouvoir géopolitique ou militaire soit nul. Poutine prend les décisions. Loukachenko fait simplement ce qu'on lui dit de faire. Et ce qui est fou dans tout cela, c'est que Loukachenko sait que les exercices conjoints qui ont lieu en ce moment sont conçus pour faire du Bélarus une base adaptée au lancement d'une frappe nucléaire si et quand Poutine décidera qu'une telle frappe est nécessaire. Mais il laisse quand même les exercices avoir lieu. Un morceau de plus du Bélarus a été remis à Poutine, et tout ce que Loukachenko peut faire, c'est faire semblant que tout cela vient de lui. Depuis des années, la Russie utilise l'enclave de Kaliningrad pour représenter une menace constante pour la région balte et le flanc et de l'OTAN. Mais à présent, un avertissement a été lancé. Jouez avec le feu et vous perdrez Kaliningrad. Un haut responsable balte vient de dire à la Russie que l'OTAN dispose de tout ce qu'il faut pour raser toute la forteresse de Kaliningrad. La poigne de Poutine commence à faiblir. S'il va trop loin, Kaliningrad redeviendra à nouveau le Königsberg de l'Europe. Le ministre lituanien des Affaires étrangères, Giedrius Buzdis, a fait cette déclaration retentissante. Dans une interview du 18 mai, il a reconnu que Poutine a tout fait pour transformer Kaliningrad en une petite forteresse. Des défenses aériennes ont été déployées dans l'enclave, sans doute pour anticiper un assaut aérien de l'OTAN. Il y a des lance-missiles et d'autres armes à Kaliningrad, que Poutine utilise pour menacer l'Est de l'OTAN. Mais rien de tout cela n'a d'importance. Pour Budrys, l'essentiel pour l'OTAN est de montrer à Poutine que l'Alliance peut anéantir Kaliningrad quand elle le souhaite. Puis le message est arrivé. L'OTAN peut, si besoin, détruire les défenses aériennes et bases de missiles russes. Ce n'est pas de la vantardise, ni de l'arrogance, comme l'a aussi noté Budrys, qui insiste sur la nécessité pour l'OTAN de prendre bien plus au sérieux la menace russe sur le flanc est. Ce que nous voyons ici,
C'est une affirmation factuelle, énoncée par un homme qui sait que la Russie a trop à gagner, à laisser l'OTAN croire que Kaliningrad est impénétrable. Du moins, c'est un fait aux yeux de Boudris, puisqu'il a en quelque sorte menacé Poutine, en évoquant la possibilité que Kaliningrad redevienne Königsberg un jour. L'OTAN peut-elle vraiment détruire la forteresse de l'enclave russe? La réponse simple est oui, et nous allons expliquer pourquoi dans un instant. La Russie est mécontente de Boudry et de ses fanfaronnades. Quelques heures seulement après que le ministre des Affaires étrangères de la Lituanie ait fait ses commentaires, Poutine a envoyé son porte-parole préféré, Dmitri Peskov, pour apporter une réplique. Comme d'habitude pour la Russie, c'était une déclaration teintée d'hypocrisie et d'une étrange forme d'autosatisfaction qui tente de cacher le fait que la Russie est plus inquiète par ses affirmations qu'elle ne veut bien le montrer. Cette déclaration frise la folie. Je ne pense pas qu'elle doive être prise au sérieux. Au contraire, cela montre l'impudence des politiciens là-bas, a déclaré Peskov, ajoutant que des politiciens aussi flagrants peuvent difficilement agir de façon réfléchie ou sophistiquée. C'est une bonne chose. Voilà ce que dit le porte-parole d'une nation qui croit que mener des actions sophistiquées, c'est envoyer de la chair à canon en Ukraine. Et en ce qui concerne l'impudence des politiciens, Peskov n'est pas étranger aux avertissements d'escalade avec l'Occident chaque fois qu'un signe de soutien est montré à l'Ukraine. Revenons à Budrys. Le ministre lituanien des Affaires étrangères estime que Kaliningrad est problématique, mais que l'OTAN peut s'en occuper. Il a raison sur les deux points. La Russie a bien fait de Kaliningrad une forteresse. Ce travail avait déjà commencé avant que Poutine lance son invasion de l'Ukraine. Le CNA, qui est une organisation à but non lucratif offrant des analyses sur la sécurité nationale, souligne que la force militaire de Kaliningrad était relativement faible des années 1990 jusqu'en 2016. Puis, quelque chose a changé. À la suite de la première campagne d'agression de la Russie contre l'Ukraine, la Russie a commencé à renforcer l'exclave. Ce renforcement s'est accentué en 2021, lorsque la Russie a envoyé le 11e corps d'armée à Kaliningrad, portant la présence militaire à 18 000 hommes, accompagnés de missiles, navires de guerre, chars, artillerie et lance-roquettes mobiles. Il y a également des avions de chasse dans l'oblast, principalement les Su-30, Su-27 et Su-24 russes, et la flotte de la Baltique, qui compte 52 navires de surface russes, stationne régulièrement des bâtiments dans l'exclave. Poutine avait clairement des plans d'escalade en Ukraine, comme nous l'avons découvert plus tard lorsqu'il a lancé l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Tout ce qu'il a envoyé dans l'exclave visait à la renforcer pour que Kaliningrad menace le flanc et de l'OTAN, avant et après l'invasion. L'idée était de conquérir vite l'Ukraine, d'en faire un territoire russe qui, avec l'état fantoche biélorusse et Kaliningrad, poserait de gros problèmes à l'OTAN. Ce plan a échoué car la Russie a sous-estimé l'Ukraine. Kaliningrad demeure une petite forteresse, mais selon le ministre lituanien des Affaires étrangères, l'OTAN pourrait la raser, et il n'est pas seul à le croire. Un commentaire similaire a déjà été fait auparavant, mais bien plus exubéramment. En octobre 2025, l'ancien commandant général de l'armée américaine en Europe, Ben Hodges, a tourné en dérision les défenses que la Russie a construites à Kaliningrad. Si la Russie attaquait la Pologne de la même manière qu'elle a dit attaquer l'Ukraine, elle serait détruite par les forces aériennes et terrestres de l'OTAN. Hodges précise que Kaliningrad serait éliminé dès les premières heures d'un conflit Russie-OTAN. Et l'enclave ne serait pas la seule à s'inquiéter. Si l'OTAN était sérieuse, la Russie perdrait vite la Crimée et son port clé de Sébastopol, a prévenu Hodges. Il y a une réserve, nous y reviendrons, restez avec nous. Quelques mois avant les propos de Hodges, le général Christopher Donahue, commandant des forces américaines en Europe, tenait des propos similaires. Il a déclaré que la stratégie de l'OTAN face à la Russie à l'Est prévoyait, en cas de guerre, la destruction rapide de Kaliningrad. Donahue a précisé que des systèmes standardisés étaient développés pour renforcer les plans de défense régionaux existants, soulignant que contrôler l'espace aérien et maritime de l'enclave serait crucial pour la conquérir. Il n'a rien ajouté de plus. Il n'allait pas révéler les plans de l'OTAN. Cependant, on se demande quel serait le plan de l'OTAN si elle décidait de retransformer Kaliningrad en Königsberg. 3 responsables, en près d'1 an, affirment que la Russie ne peut empêcher l'OTAN dans l'enclave. Mais alors, que compte faire l'OTAN? Ces responsables restent silencieux, mais nous avons une idée de la reconquête de Kaliningrad. Avant d'en arriver là, ceci est un petit rappel. Vous regardez l'émission militaire. Si vous trouvez la chaîne utile, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. Alors, le plan pour reprendre.
Voici comment cela fonctionnerait. Un blocus naval serait envisagé, surtout si l'OTAN choisit de ne pas simplement raser Kaliningrad par la force aérienne. Ce blocus favoriserait l'OTAN sur le plan de la puissance navale. La flotte baltique russe manque de puissance pour percer, tandis que celle de la mer Noire reste bloquée, la Turquie refusant le passage des navires de guerre par les détroits. Même sans ce facteur, l'OTAN possède des navires plus puissants et modernes que la Russie. Elle en possède également tout simplement plus en général, avec 2818 navires dans sa flotte navale, contre 747 pour la Russie selon les statistiques. Tout dépend du nombre de navires pouvant réellement être déployés en Baltique pour le blocus. Comme la majorité de l'OTAN est basée en Europe, il ne devrait pas être trop difficile de réunir assez de navires, surtout si l'OTAN est aussi engagée contre la Russie qu'une attaque contre Kaliningrad le laisserait penser. La guerre asymétrique resterait un défi. La Russie a beaucoup appris à utiliser les drones pour frapper des cibles pendant l'invasion de l'Ukraine. L'Ukraine jouerait aussi un rôle dans la prise de Kaliningrad. Si l'OTAN combat la Russie, l'Ukraine ne restera pas à l'écart. Elle enverra sans doute des experts en drones, comme dans le Golfe, pour aider les forces navales de l'OTAN à déployer des intercepteurs contre les drones Shahid russes. L'Ukraine fournirait également un accès à ces drones maritimes, comme le Sea Baby, qui ont déjà prouvé leur efficacité pour neutraliser les navires russes. La destruction d'un tiers de la flotte de la mer Noire par drones et missiles ukrainiens en témoigne. Le but du blocus est simple, empêcher la Russie d'acheminer des troupes, du matériel, des fournitures et toute autre chose vers Kaliningrad par la mer Baltique. La Russie n'aurait alors plus que le corridor de Suwalki pour renforcer Kaliningrad au-delà de ses actions actuelles dans l'enclave. Tout cela n'est qu'une préparation. L'opération elle-même sera rapide et suivra un plan multidomaine. C'est une manière élégante de dire que l'OTAN utiliserait tous les moyens contre l'enclave pour la neutraliser rapidement, le rapport de force redevenant central. Avec le soutien américain à l'OTAN européenne, la Russie reste en deuxième position dans le rapport de force. L'OTAN dispose de plus de soldats, d'avions, de navires, d'artillerie, de missiles et de véhicules blindés. Ils ne seront pas tous nécessaires, du moins lors du bombardement qui paralysera Kaliningrad, mais l'attaque serait brutale et rapide. L'OTAN utiliserait des pirates informatiques pour perturber les radars et systèmes de commandement russes. Des systèmes de guerre électroniques ukrainiens détourneraient des drones russes, tandis que les défenses aériennes des navires compléteraient cette protection. Tous les drones russes partant de Crimée ou du continent devraient traverser l'Ukraine, les États baltes et la Pologne pour atteindre Kaliningrad, rendant la riposte russe vulnérable aux défenses aériennes de ces pays. Des bombardiers, chasseurs, sous-marins et navires de guerre pourraient tirer de nombreux missiles et bombes sur l'enclave, comme lors de l'opération Fureur épique des États-Unis contre l'Iran. L'objectif serait de frapper si fort et vite que la Russie pourrait à peine riposter. Ces frappes auraient sans doute lieu pendant le blocus de l'OTAN, pas avant. Le blocus resterait alors en place aussi longtemps que nécessaire, affamant ce qui reste de Kaliningrad de tout ce dont elle aurait besoin pour avoir ne serait-ce qu'une chance de lancer sa propre offensive. Et la Russie a un autre problème. Kaliningrad ne mesure qu'un peu plus de 15 000 km². Ce n'est pas beaucoup de territoire pour absorber une campagne aérienne et navale écrasante menée par l'OTAN. Ce n'est pas tant de territoire à reprendre au sol aux Russes pour les troupes envoyées. Quand Boudris et d'autres responsables affirment que l'OTAN pourrait raser Kaliningrad, ils disent vrai. L'OTAN a les moyens d'effacer l'enclave russe et de la rendre à l'Europe. Mais vous vous souvenez peut-être que nous avons mentionné une certaine réserve qui entre en jeu et qui aurait certainement un impact sur le plan possible que nous venons d'exposer. Cette réserve, c'est les États-Unis. Et Boudris explique pourquoi, en déclarant « Beaucoup de nos plans reposent encore sur l'hypothèse que l'Amérique fournira des capacités militaires essentielles, comme la reconnaissance satellitaire. Pour défendre l'Europe de façon indépendante, il faut tout repenser, y compris la dissuasion nucléaire. » Le ministre lituanien des Affaires étrangères a raison. La puissance que l'OTAN pourrait utiliser contre Kaliningrad dépend en grande partie des États-Unis, que ce soit pour la technologie ou le renseignement. Les États-Unis fournissent à l'OTAN la dissuasion nucléaire nécessaire pour mener une campagne conventionnelle contre Kaliningrad. Budrys rappelle, une puissance nucléaire comme la Russie ne peut être dissuadée sans un contrepoids nucléaire. Tant que la garantie nucléaire américaine subsiste, les Européens peuvent se concentrer sur la ligne de front conventionnelle. Les chiffres confirment ces propos. Selon l'Association pour le contrôle des armements, la France et le Royaume-Uni, seuls membres de l'OTAN hors États-Unis à avoir l'arme nucléaire, possèdent ensemble à peine un dixième du stock russe. La présence américaine assure la parité nucléaire, permettant à l'OTAN d'envisager une attaque conventionnelle contre Kaliningrad, car la Russie risquerait une riposte nucléaire équivalente.
Mais en retirant les États-Unis de l'équation, tout change. L'OTAN européenne garderait assez de puissance de feu pour prendre la forteresse russe. Cependant, elle le ferait en prenant le risque que la Russie puisse répondre, non pas avec des armes conventionnelles, mais avec un arsenal nucléaire qui dépasse largement tout ce que l'Europe possède. Le contrepoids américain, grande réserve du plan de Kaliningrad, n'est peut-être plus aussi fiable qu'avant. Le 19 mai Defense News a indiqué que les États-Unis, sous Donald Trump, comptent informer leurs alliés de l'OTAN qu'ils envisagent de réduire leur présence militaire en Europe. Cette affirmation venant de 3 sources anonymes doit être prise avec précaution. L'essentiel du plan américain consiste à réduire le nombre de forces engagées dans le modèle de force de l'OTAN. Ce modèle sert principalement de réserve de forces rapidement mobilisables en cas de conflit. Les États-Unis pourraient envisager de retirer troupes et matériel. Une rumeur crédible puisque Donald Trump a déjà dit attendre des membres européens de l'OTAN qu'ils assurent la protection du continent. Que ce retrait ait réellement lieu ou non, et à quelle vitesse il se ferait si les États-Unis allaient de l'avant, importe finalement peu. Point essentiel, comme le souligne Budrys, les États-Unis sont indispensables au plan de destruction de Kaliningrad. Sous Trump, les relations entre l'OTAN et les États-Unis ont été tendues, aggravées par l'absence de soutien de l'OTAN lors de l'opération Fureur épique. L'administration Trump était insatisfaite, bien que les autres membres de l'OTAN n'étaient pas obligés de participer à la guerre du Golfe. Trump a aussi déclaré que la sortie des États-Unis de l'OTAN n'est plus à l'étude, ce qui indiquerait qu'il a tranché sur ce départ. Bien sûr, ce n'est pas aussi simple que cela. Une loi adoptée aux États-Unis en 2024 empêche tout président américain d'ordonner le retrait des États-Unis de l'OTAN, à moins d'obtenir soit une majorité des 2/3 au Sénat en faveur du retrait, soit une loi du Congrès qui l'autorise. Si l'administration Trump ne peut pas se retirer complètement, The Guardian note qu'elle pourrait quand même retirer troupes et commandants américains d'Europe. Une grande partie reste spéculative, mais cela explique pourquoi Budrys insiste sur le rôle clé des États-Unis dans le plan pour Kaliningrad. Si les États-Unis et l'OTAN coopèrent, la question de Kaliningrad pourrait être résolue. La question suivante est de savoir si un tel plan sera même nécessaire. Budrys semble le croire. Il dit « L'idée qu'un conflit avec Moscou n'affecterait que les voisins immédiats de la Russie est une dangereuse idée reçue. Cela fait partie de la propagande russe. L'Europe et l'OTAN ne peuvent présumer qu'un conflit resterait cantonné à la Baltique. Kaliningrad poserait problème à tout le front de l'Est, et sans solution rapide, Poutine pourrait l'utiliser pour tenter de s'emparer des États baltes et mettre en place une solide défense russe sur l'ensemble de l'Est. Ce qui semble être un avant-poste militaire pourrait vite devenir plus qu'un voisin gênant si l'OTAN n'agit pas vite. Le corridor de Suwałki pose problème. Cette étroite bande de territoire entre Lituanie et Pologne relie Kaliningrad à la Biélorussie. La crainte principale est que la Russie attaque depuis ces régions pour prendre le corridor, puis avancer en Pologne et en Lituanie. Kaliningrad n'est peut-être pas une menace majeure en soi, même avec son renforcement militaire, mais si vous ajoutez la Biélorussie dans l'équation, alors l'OTAN a un problème, et ce problème pourrait rapidement devenir une réalité. Le dictateur de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, a annoncé la mobilisation ciblée des troupes de son pays le 12 mai apparemment, en préparation d'une sorte d'opération terrestre. La Biélorussie et la Russie mènent aussi une opération militaire conjointe commencée le 18 mai, visant apparemment à s'entraîner au déploiement d'armes nucléaires tactiques depuis la Biélorussie. L'évocation de Kaliningrad pourrait s'imposer si la Biélorussie continue ainsi. Il sera beaucoup plus facile pour l'OTAN de gérer Loukachenko s'il se bat seul depuis la Biélorussie que s'il peut, avec la Russie, prendre le corridor de Suwałki et créer un front à 2 branches sur le flanc est de l'OTAN. Donc, le message de Budrys est clair. La Russie verra vite à quel point Kaliningrad est vulnérable si Poutine poursuit l'escalade des tensions. Il est intéressant de noter que l'OTAN, notamment ses membres d'Europe de l'Est, pourrait justifier la destruction de Kaliningrad. Le professeur John Bryson de l'université de Birmingham au Royaume-Uni souligne que Kaliningrad est une anomalie géographique en Europe. Des arguments solides peuvent justifier que ce territoire devienne une cité-État indépendante, ou soit rendu à sa patrie historique, écrit Bryson. Cette patrie était l'Allemagne, mais on peut aujourd'hui dire qu'il s'agit de la Pologne. Quoi qu'il en soit, il existe des revendications sur Kaliningrad au-delà de la Russie, et toutes ces revendications impliquent de restaurer le territoire tel qu'il était autrefois. Kaliningrad redeviendrait Königsberg si l'OTAN réduisait les forces russes à néant. Selon Budrys, la Russie ne pourrait rien faire pour l'empêcher. Ce n'est pas comme si Kaliningrad était le seul territoire où la Russie garde une emprise fragile. La Crimée est dans le même cas, ayant été annexée illégalement par Poutine en 2014. L'Ukraine n'a jamais accepté cette annexion,
La Russie recommence. Dans les eaux territoriales plus larges du Royaume-Uni, la Russie a déployé des sous-marins espions, alors qu'elle recherche des câbles sous-marins et appuie sur des boutons qui devraient déclencher l'alarme au siège de l'OTAN. Mais le Royaume-Uni n'est pas resté les bras croisés face à tout cela. Les sous-marins russes ont tenté un sale coup dans les eaux britanniques, et le Royaume-Uni a humilié les équipages, l'armée russe et Vladimir Poutine. La Russie pensait agir discrètement. Début avril, le Royaume-Uni a révélé qu'elle avait mené une opération secrète, envoyant plusieurs sous-marins dans les eaux britanniques. L'objectif était clair, même si les sous-marins tentèrent de rester cachés. La Russie cherchait à recueillir un maximum d'informations sur les câbles sous-marins qui relient le Royaume-Uni au reste du monde. Nous verrons bientôt pourquoi ces câbles sont essentiels. En résumé, les câbles sous-marins forment la base de l'infrastructure mondiale des communications. Sans eux, Internet et tout ce qu'il apporte n'existeraient pas du tout dans la capacité que nous connaissons aujourd'hui. La Russie cherchait à localiser ces câbles avant une probable opération de sabotage pour paralyser le Royaume-Uni. La Russie a ainsi déployé un sous-marin, Akula, et 2 sous-marins en eau profonde, liés à la direction principale de la recherche en eau profonde, Gouji. Le seul sous-marin de classe Akula serait déjà préoccupant. Sous-marin à propulsion nucléaire. Ces submersibles sont en service depuis la fin de l'ère soviétique. Et, selon les rapports, ils transportent 12 missiles lancés depuis un sous-marin, Granit, ainsi que des missiles anti-navires, Novatar SS N-15 Starfish et Novatar SS N-16 Stallion. Cependant, la Russie ne visait pas à attaquer directement le Royaume-Uni. L'objectif principal était d'en savoir plus sur les câbles, ce qui fait des 2 sous-marins Gouji accompagnant le navire nucléaire russe la vraie menace. Nous ne savons pas grand-chose sur les sous-marins Gouji eux-mêmes, mais nous en savons beaucoup sur le Gouji. Fonctionnant au sein du ministère russe de la Défense plutôt que de la Marine, le Gouji sert essentiellement de couverture aux opérations d'espionnage naval russe. Le Gouji, initialement fondé pour la recherche océanographique, est devenu une flotte russe utilisée pour surveiller les opérations maritimes ennemies. Les navires et sous-marins, qui font partie du Gouji, effectuent des relevés sous-marins, placent et récupèrent des objets sur le fond marin, entretiennent l'équipement militaire sous-marin de la Russie, et, comme le Royaume-Uni vient de le découvrir à ses dépens, mènent des opérations de surveillance secrète. Le Gouji est dangereux. Et au début de 2026, il est devenu une menace pour les câbles sous-marins du Royaume-Uni. Il ne faut jamais sous-estimer l'importance de ce type de câble. Selon Nicole Starosielski, professeur à l'Université de Californie à Berkeley, les câbles de télécommunications sous-marins acheminent plus de 99% du trafic Internet transocéanique. Ce sont l'épine dorsale de l'Internet mondial, et pratiquement tout ce que nous faisons en ligne en dépend d'une manière ou d'une autre. Vous ne pourriez pas regarder cette vidéo sans ces câbles. Chaque appel Zoom auquel vous participez, ou chaque email que vous envoyez, arrive à destination grâce à un vaste réseau mondial de câbles sous-marins. Ces câbles sont aussi indispensables à presque toutes les forces armées nationales. Aujourd'hui, 485 câbles parcourent les océans et mers du monde, totalisant 1 450 000 km de fibres optiques, une prouesse technologique moderne. Nous vous disons tout cela pour souligner un point. La Russie sait à quel point ces câbles sont précieux pour les pays qu'elle considère comme ses ennemis. Le Royaume-Uni fait partie de ces pays, ou plutôt de ce groupe de pays, à la fois en raison de son soutien continu à l'Ukraine face à l'invasion de Poutine, et parce que le Royaume-Uni est un bastion des idéaux occidentaux, que Poutine déteste tant. Le Royaume-Uni est une démocratie. Poutine est un dictateur autoritaire. Le Royaume-Uni défend la libre circulation de l'information, tandis que la Russie et le Kremlin cherchent à contrôler tous les messages destinés aux Russes. Si la Russie parvient à couper les câbles sous-marins qui soutiennent tout ce que représente le Royaume-Uni, alors la Russie pourra revendiquer une victoire et affaiblir un pays adverse. Voilà pourquoi les sous-marins russes étaient dans les eaux britanniques. La Russie s'y prenait aussi habilement. Il y a une raison pour laquelle la Russie a envoyé un sous-marin d'attaque à propulsion nucléaire aux côtés des sous-marins du Gouji, qui étaient réellement chargés de sonder les fonds marins à la recherche de câbles. Le sous-marin d'attaque servait de diversion. Un leurre destiné par Vladimir Poutine et ses alliés à détourner l'attention de ce que la Russie préparait, faisant croire au Royaume-Uni qu'une attaque était imminente. Vladimir Poutine utilisait essentiellement le sous-marin d'attaque russe pour laisser entendre que la Russie était enfin prête à déclencher la guerre contre l'OTAN, dont on parle depuis si longtemps, et que le Royaume-Uni serait l'endroit où Poutine mettrait le feu aux poudres. Pendant ce temps, les sous-marins du Gouji scrutaient, du moins c'était le plan.
Ce que la Russie ne savait pas, alors que ses sous-marins se dirigeaient vers les eaux britanniques et finissaient par les franchir, c'est que le Royaume-Uni surveillait les navires à chaque nœud de leur progression. Nous savons ce que la Russie a tenté uniquement grâce au Royaume-Uni, qui a révélé l'échec de tout cela. Ce qui devait être une démonstration magistrale du subterfuge russe a laissé Poutine humilié, car ses sous-marins, soi-disant furtifs, ont été découverts et surpassés par une riposte britannique qui laissera le président russe fou de rage. Le Royaume-Uni a déployé quelque chose contre lequel la Russie ne pouvait pas rivaliser. Et tout a commencé avec l'équipement le plus anodin, les bouées sonars. Le Royaume-Uni, surveillant les sous-marins russes, a d'abord tenté de leur signaler qu'ils étaient repérés. Des navires de guerre ont déployé des bouées sonars dans les eaux pour signaler les capitaines de sous-marins. Le secrétaire d'État à la défense du Royaume-Uni, John Healey, dévoile le message transmis par ces bouées aux sous-marins russes. Nous voyons votre activité au-dessus de notre infrastructure sous-marine. Toute tentative de la détériorer ne sera pas tolérée et aurait de graves conséquences. Les sous-marins russes n'ont pas pris le message en compte. Ils auraient dû faire demi-tour, mais ils ne l'ont pas fait. Le Royaume-Uni avait anticipé cela. Ayant déjà affronté Vladimir Poutine et ses tactiques de guerre hybride, il sait que le dirigeant russe ignore les avertissements et qu'il faut les lui imposer. Et la meilleure façon de faire cela, c'est de faire savoir aux moyens déployés par la Russie que vous allez répondre avec un niveau de force qui pourrait les détruire en un instant. Voici ce que le Royaume-Uni a fait. Mais avant d'évoquer l'opération qui a humilié la Russie, rappelons que vous regardez l'émission militaire. Si c'est le genre d'analyse que vous souhaitez voir, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer une vidéo. Selon Newsweek, le Royaume-Uni surveillait les sous-marins russes depuis des semaines, loin des eaux britanniques. Le Royaume-Uni a découvert les intentions russes après que ses navires et avions ont repéré un sous-marin russe Akula, entrant dans les eaux internationales de l'Arctique. Les alarmes ont retenti quand le Royaume-Uni a vu le sous-marin approcher ses eaux. Le Royaume-Uni était prêt à tout, surtout après avoir repéré les deux sous-marins Gouji dans la même zone que le sous-marin d'attaque russe. La frégate HMS St. Albans, type 23, a probablement largué les bouées sonars utilisées par le Royaume-Uni pour alerter la Russie. Comme cet avertissement est resté sans effet, le Royaume-Uni a aussi envoyé le RFA Tide Spring, un pétrolier, et plusieurs hélicoptères Merlin. Ce ne sont pas des armes que le Royaume-Uni utiliserait nécessairement pour contrer directement le sous-marin d'attaque russe, à l'exception peut-être de la frégate. Le RFA Tide Spring ravitaille la Royal Navy, et a sans doute été envoyé pour garantir que le HMS St. Albans puisse naviguer aussi longtemps que nécessaire pour le Royaume-Uni. Tous ces éléments constituaient une force navale et aérienne, signalant clairement aux opérateurs du sous-marin russe qu'ils étaient à surveiller. Des renforts sont arrivés avec un avion de reconnaissance maritime P-8 de la Royal Air Force. Cet avion a permis au Royaume-Uni de surveiller en continu les sous-marins russes, tandis que la Royal Navy parcourait des milliers de kilomètres pour suivre les navires furtifs de Poutine. Un autre volet s'est ajouté à la riposte. Bien que les sous-marins russes soient la menace principale pour le Royaume-Uni et ses eaux, il ne faut pas oublier que ce pays appartient à l'OTAN. Toute menace contre le Royaume-Uni vise aussi cette organisation de défense collective, si bien que le Royaume-Uni a rapidement coopéré avec ses alliés de l'OTAN pour contrer plus fortement les sous-marins russes. Une simple opération de surveillance est devenue une mission impliquant 500 personnes. Les forces alliées, y compris celles de la Norvège, ont rejoint l'équipe d'intervention. À la fin de l'opération, plus de 450 heures de vol avaient été enregistrées par les avions britanniques, en plus des milliers de milles nautiques parcourus par ces navires. La situation avait complètement échappé au contrôle de la Russie. Puis vint l'humiliation. Le sous-marin russe de classe Akula fut le premier à battre en retraite. Cela renforce la conviction du Royaume-Uni que le sous-marin n'était qu'un leurre, car la Russie n'oserait pas attaquer le Royaume-Uni ou un allié de l'OTAN actuellement. Après la découverte de la supercherie, le sous-marin est rentré avant d'atteindre les eaux britanniques. Cependant, les deux sous-marins Gouji ont continué et ont passé un certain temps dans les eaux britanniques et aux alentours. Surveillés en permanence, ces sous-marins étaient exposés, rendant impossibles les plans secrets de Poutine pour recueillir des informations. Les sous-marins Gouji ont peut-être bien identifié certains câbles sous-marins, mais le Royaume-Uni sait précisément ce qu'ils ont pu trouver ou non, et il peut élaborer une réponse appropriée. La Russie ne veut pas cela. Tout cela était censé rester un grand secret, pas une opération identifiée au fond des eaux arctiques, puis suivie et déjouée par la réponse du Royaume-Uni. Les sous-marins Gouji ont maintenant quitté les eaux du Royaume-Uni. Ils suivent le soi-disant leurre vers le nord. Ils retournent voir Poutine avec un nouveau message de Healey en tête. Nos forces armées leur ont clairement montré qu'ils étaient à surveiller, que leurs mouvements n'étaient pas secrets, et que leur opération secrète avait été démasquée.
a déclaré Healey. Sir Keir Starmer, Premier ministre britannique, a affirmé que le Royaume-Uni ne tolérera aucune tentative russe nuisible à la nation. Nous agirons et dénoncerons l'activité déstabilisatrice de la Russie qui teste notre détermination, a déclaré Starmer. Le Royaume-Uni n'est pas le seul à se féliciter de sa réaction à la mission de sabotage russe. L'Ukraine, soutenue depuis longtemps par le Royaume-Uni, s'est rapidement moquée de Poutine, concernant une opération d'1 mois, déjouée dès le départ. Le 9 avril, alors que le Royaume-Uni révélait l'échec russe, le ministre ukrainien Andriy Sybiha a déclaré sur X que ce que la Russie a tenté doit servir d'avertissement à toute nation qui sous-estime jusqu'où Poutine est prêt à aller. Les opérations clandestines russes dans l'Atlantique Nord, révélées par le Royaume-Uni, illustrent les menaces régionales et mondiales graves du régime russe, a déclaré Sybiha, précisant que les sous-marins russes opéraient dans bien plus de mers que celles du Royaume-Uni. Sybiha a ajouté « Nous appelons la communauté internationale à renoncer à toute illusion sur Moscou. Ce régime doit être contenu, isolé et sanctionné sans pitié afin de freiner ses ambitions agressives. La Russie est une menace mondiale. Sybiha pense qu'il est temps que le monde en prenne conscience. Le Royaume-Uni a montré que Poutine ne mène pas qu'une guerre conventionnelle contre l'Ukraine. Depuis des années, lui et la Russie mènent une guerre hybride contre une grande partie de l'Europe. Cette guerre obscure n'implique pas d'envoyer des troupes franchir les frontières d'autres pays, ni des navires de guerre envoyés expressément pour lancer des missiles sur le territoire européen. C'est encore plus sournois. Les exploits des sous-marins russes en sont un exemple. Poutine essaie de déstabiliser l'Europe. Il veut utiliser des menaces, réelles ou implicites, pour créer la division. Et il est également prêt à saboter ses ennemis par tous les moyens possibles. Cela inclut le repérage et l'endommagement des câbles sous-marins. Le Royaume-Uni sait que ce qu'il a déjoué dans l'Arctique et ses eaux n'est que la partie visible de la guerre hybride de Poutine. Comment le Royaume-Uni le sait-il ? Ce n'est pas la première fois que des navires russes tentent d'entrer dans ses eaux, ni que le Royaume-Uni réagit fermement pour montrer à la Russie qu'elle ne peut pas agir impunément. En novembre, la Royal Navy est intervenue 2 fois en 2 semaines pour contrer des sabotages et intimidations russes similaires à celles évoquées, mais sans sous-marin cette fois. À la place, la Russie a envoyé un navire de recherche nommé le Yantar en mer du Nord. Le Yantar est le type de navire de recherche océanographique que le Gouji utilise habituellement. Et il n'est pas exagéré d'appeler un chat dans ce cas. Le Yantar est un navire espion. Pendant 8 jours, la Royal Navy et des alliés de l'OTAN du Royaume-Uni ont surveillé le Yantar en mer du Nord avant qu'il ne parte vers les îles Féroé. Cette fois-ci, le Royaume-Uni a déployé le Somerset, de la même classe, qui est une autre de ses frégates de type 23, et ce navire a utilisé sa puissante gamme de radars et de capteurs pour suivre chacun des mouvements des navires russes. À peu près au même moment, la Royal Navy a également dépêché des navires de patrouille, dans le cadre d'une opération de surveillance alliée centrée sur le RFN Stoichi et un pétrolier nommé Yelnaya. Les deux ont traversé le détroit de Douvres puis l'ouest de la Manche, sans mener d'activités maritimes inhabituelles. La Russie soutiendra que c'était prévu dès le départ. Il est plus probable que le RFN Stoichi était censé représenter une menace pour le Royaume-Uni, mais qu'il s'est retrouvé confronté à une force alliée qui l'a escorté hors des eaux britanniques. Quelques mois plus tard, le Royaume-Uni affronta de nouvelles tentatives de sabotage maritime russe. La Russie a cette fois envoyé le navire Sinagorsk dans les eaux britanniques. Ce navire a jeté l'ancre à environ 3,7 km, soit environ 2,3 miles au large des côtes du comté anglais de Somerset le 27 janvier. Il est resté 14 heures dangereusement près de la source des câbles sous-marins évoqués plus tôt, jusqu'à l'arrivée des hélicoptères militaires Wildcat du Royaume-Uni. Peu de temps après, le navire russe a levé l'ancre et s'est éloigné vers les eaux libres. Cet incident était un peu différent des autres que nous avons évoqués. Les incursions de novembre 2025 et du 26 dans les eaux britanniques impliquaient toutes deux des navires de guerre russes et ou des sous-marins, ainsi que des unités du Gouji. Le Synégorisk n'est rien de tout cela. C'est un cargo battant pavillon russe. Mais il représentait tout autant une menace. United 24 Media affirme que le navire a jeté l'ancre très près de 5 énormes câbles sous-marins, dont l'Exa Express, le TGN Atlantique et le VSNL Western Europe, qui transportent tous des données à travers l'Atlantique, vers les Amériques et le reste de l'Europe. Il n'y avait aucune raison pour qu'un cargo russe jette l'ancre à cet endroit précis. Surtout pas une ancre qui pourrait traîner sur le fond et endommager ces câbles précieux. Cet incident illustre la guerre hybride inquiétante que la Russie mène contre le Royaume-Uni. L'emploi de moyens militaires et du Gouji est compréhensible. Chacun sait que les navires et sous-marins sous cette bannière sont réputés dangereux.
Mais utiliser des cargos, c'est bas même pour Poutine, puisqu'il emploie maintenant des navires civils pour saboter le Royaume-Uni et ses alliés. La Russie agit en connaissance de cause. Si le Royaume-Uni réagissait différemment qu'avec une escorte à ce type de navire, la Russie pourrait dénoncer une injustice. Poutine pourrait se présenter en victime et justifier une guerre contre un membre de l'OTAN. Alors que ses tactiques navales sont en jeu, la Russie poursuit aussi sa guerre hybride contre le Royaume-Uni. Le Daily Mail rapporte que les cyberattaques russes contre le Royaume-Uni ont augmenté de 1586% depuis que le Royaume-Uni a publiquement soutenu l'Ukraine dans sa défense contre l'invasion russe. Les cyberattaques au Royaume-Uni ont augmenté de 50%, rien qu'en 2025 rapporte The Guardian. Beaucoup de ces attaques étaient probablement russes, mais pas toutes. Elles montrent que la Russie mène une guerre contre les communications et données du Royaume-Uni, allant bien au-delà des câbles sous-marins. En parlant d'information, la Russie est spécialisée dans la manipulation de l'information, au point qu'elle devient de la désinformation. Forbes indique que des parlementaires britanniques estiment que la désinformation russe au Royaume-Uni s'apparente à un état de guerre. Il est difficile de contester leur avis. Ces parlementaires ont révélé le réseau Doppelganger, soutenu par la Russie, et spécialisé dans la diffusion de commentaires pro-russes et anti-occidentaux sur les réseaux sociaux. Sur X, les parlementaires déclarent que ce réseau a inondé les posts de commentaires sur la santé de la princesse de Galles, les victoires de Poutine aux élections russes et la supposée faiblesse et les échecs de l'Ukraine. Les bots russes, omniprésents sur les réseaux sociaux, sont utilisés par le Kremlin pour façonner le débat public et influencer l'opinion publique. Tout tourne autour de la division et du chaos. En créant ces deux éléments, la Russie prépare le terrain pour une guerre conventionnelle. C'est une guerre contre le Royaume-Uni, différente de ce que nous connaissons. Le fait que la Russie ait tout juste essayé d'envoyer discrètement des sous-marins dans les eaux britanniques n'est que le dernier exemple d'une campagne hybride bien plus vaste. Le Royaume-Uni reste vigilant face à la Russie, réagissant aux menaces visibles comme en avril, et identifie l'origine des cyberattaques et de la désinformation sur ces réseaux. Prêt à agir, le Royaume-Uni met en garde les autres nations de l'OTAN. Et ces nations répondent à l'appel. Nombreux sont ceux qui ont subi les tactiques hybrides russes et réagissent. La Suède est un exemple parfait. L'invasion de l'Ukraine par Poutine a poussé la Suède à rejoindre l'OTAN et elle soutient aujourd'hui l'Ukraine avec des armes inattendues pour la Russie. En 2021, le président turc Erdogan a reçu un cadeau du parti du mouvement nationaliste, une carte du monde turcique. Elle couvrait d'immenses étendues d'Asie centrale, du Caucase et notamment d'importantes portions du sud du territoire russe, ainsi que de la Chine et des Balkans. L'implication était que ceci représente le monde turcique, le nom donné aux divers groupes ethniques à travers l'Eurasie, et que la Turquie en est le centre naturel. Plutôt que de s'indigner publiquement, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a simplement rejeté l'exactitude de la carte, en soulignant que le véritable centre du monde turcique se trouvait en réalité dans la région de l'Altaï, qui se situe précisément à l'intérieur des frontières russes. Pour le Kremlin, ce n'était qu'une pique diplomatique, plus une posture politique liée aux ambitions internes de la Turquie qu'une réelle manœuvre géopolitique. Mais aujourd'hui, l'ambiance à Moscou a considérablement changé. La carte est un signe de plus pour le Kremlin et le président Vladimir Poutine que l'emprise de la Russie sur l'Asie centrale s'affaiblit et que la Turquie est prête à combler le vide. Dans une monographie publiée en 2025 intitulée « Mythologie du panturquisme et la sécurité de la Russie et de l'Eurasie au XXIe siècle », une équipe d'experts avertit que la montée de l'identité turcique à travers l'Asie centrale pourrait représenter une menace existentielle non seulement pour l'influence russe dans la région, mais potentiellement aussi pour l'intégrité territoriale de la Russie elle-même. Parallèlement, le Conseil russe des affaires internationales a publié une analyse en avril 2026 mettant en garde contre la propagation des politiques panturques de la Turquie dans la région. C'est un changement de ton radical, et cela montre qu'il se passe réellement quelque chose en Asie centrale, que Moscou avait auparavant passé des décennies à essayer d'empêcher. Pour saisir pleinement l'évolution du paysage, il faut d'abord comprendre la région. L'Asie centrale comprend 5 anciennes républiques soviétiques, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan. Elles regroupent environ 78 millions d'habitants. Plus important encore, elle possède d'immenses réserves de pétrole, de gaz et de minéraux rares, soit plus de 5% des réserves mondiales de pétrole et de gaz, et elle se trouve le long des anciennes routes commerciales de la route de la soie, qui accueillent aujourd'hui des pipelines transcontinentaux et des corridors ferroviaires reliant l'ouest à l'est par voie terrestre.
En fait, dès 1904 et 1919, le géographe britannique Halford Mackinder affirmait que celui qui contrôlerait cette zone détiendrait la clé de la paix mondiale et du pouvoir. Vous n'avez pas à adhérer totalement à cette théorie pour admettre que toutes les grandes puissances se sont déjà intéressées à ce qui se passe ici. Au début du XXe siècle, l'Union soviétique contrôlait de facto la majeure partie de cette région et était une puissance mondiale de premier plan. Et aujourd'hui, la Russie, la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, l'Iran et même la Turquie mentionnée précédemment se disputent tous l'influence sur la région depuis 30 ans. La principale différence aujourd'hui est l'érosion progressive de l'influence russe. Après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, Moscou a maintenu la région sous son emprise grâce à un réseau d'institutions et de pression. La communauté des États indépendants a uni de nombreuses économies. L'organisation du traité de sécurité collective, l'OTSC, était censée être le ciment militaire. Moscou a conclu des traités de défense avec plusieurs des 5 républiques, déployé des troupes russes à des frontières stratégiques et contrôlait de nombreux pipelines reliant le pétrole et le gaz d'Asie centrale au reste du monde. Lorsque l'un de ces pays sortait du rang, le Kremlin n'hésitait pas à resserrer un peu plus l'étau. Moscou aurait exigé une participation de 20 à 40% dans les gisements kazakhs encore en phase d'exploration, a presque complètement suspendu les exportations de pétrole du Kazakhstan de mai à août et a également exercé des pressions sur le Turkménistan concernant les revenus du gaz. La région a toujours intéressé la Russie, car ses économies restaient étroitement liées à elle par le commerce, l'énergie et les transferts d'argent des millions de travailleurs migrants d'Asie centrale. Cela a longtemps fonctionné. Les dirigeants d'Asie centrale étaient économiquement dépendants de Moscou, militairement tributaires des garanties de sécurité russes, et culturellement, ils restaient marqués par 7 décennies de domination soviétique. La Russie restait même la langue de facto de la communication interrégionale. L'alphabet cyrillique, imposé par Staline à la fin des années 1930 pour couper les Asiatiques centraux de leur héritage littéraire pré-soviétique et de la Turquie, était encore utilisé dans toute la région. En fait, les habitants de 4 des 5 républiques, les Ouzbeks, les Kazakhs, les Kirghizes et les Turkmènes, partageaient des ancêtres communs, la même religion et des liens linguistiques bien avant l'Union soviétique, avec des minorités dispersées dans toute la région. Bien que ces identités n'aient pas été créées par les soviétiques, Moscou les a formalisées et divisées de manière rigide en républiques distinctes pendant la période soviétique, coupant souvent à travers des liens culturels et démographiques existants. L'Asie centrale a été essentiellement fragmentée puis façonnée selon la volonté de la Russie. Avançons jusqu'au XXIe siècle et à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les dirigeants d'Asie centrale ont observé la Russie annexer la Crimée en 2014, une décision que la Turquie, elle-même membre de l'OTAN, a critiquée. Puis la guerre à grande échelle a commencé en 2022. Le monde turcique a alors commencé à se demander qui pourrait être le prochain, quel que soit le résultat. Certains dirigeants ont activement réaffirmé l'intégrité territoriale de l'Ukraine, tout en essayant de tirer le maximum de leurs accords existants avec Moscou. Le président du Kazakhstan, Tokayev, a déclaré publiquement qu'il ne reconnaîtrait pas les territoires ukrainiens prétendument séparatistes que la Russie annexait, tout en se trouvant sur le sol russe. Un tel genre de déclaration aurait été impensable 10 ans plus tôt. L'OTSC, l'équivalent russe de l'OTAN, a sans doute perdu encore plus de crédibilité. En 2023, l'Azerbaïdjan a attaqué les positions arméniennes au Haut-Karabakh et la Russie n'a rien fait pour défendre son allié, l'Arménie. Le premier ministre de l'Arménie a entamé le processus de sortie totale de l'organisation en 2024 et depuis 2026, le pays a cessé de financer l'alliance et de revendiquer son appartenance à celle-ci. À cette époque, la Russie était profondément engagée en Ukraine, ayant mobilisé la grande majorité de ses forces terrestres prêtes au combat pour la guerre, tout en peinant à obtenir des avancées significatives, ce qui limitait sévèrement sa capacité à venir en aide à l'Arménie, même en théorie. Sur fond de retrait militaire de la Russie, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan ont poursuivi leur transition de l'alphabet cyrillique vers l'alphabet latin, tandis que le Kirghizistan a de plus en plus débattu d'un changement similaire. Les pays renomment des villes et des sites géographiques importants afin de supprimer les appellations russes de l'époque soviétique. Et les 4 États turciques se sont de plus en plus identifiés comme faisant partie du monde turcique, qui s'étend d'Istanbul à la Chine à travers l'Organisation des États turciques. Ce qui nous amène à l'idée du panturquisme, c'est-à-dire l'unification politique ou du moins la coordination du monde turcique. Cela remonte en fait à la fin du XIXe siècle, lorsque des intellectuels turciques de l'Empire russe et des penseurs ottomans se sont tournés vers leurs racines culturelles en Asie centrale.
C'était une idée puissante que l'Union soviétique a tenté de réprimer avec d'énormes efforts, d'où la fragmentation et le changement de nom de nations entières, de langues, ainsi que l'imposition d'alphabets étrangers. Même le mot Turkistan, qui était le nom traditionnel de toute la région, a été interdit dans les documents soviétiques et remplacé par Asie centrale soviétique en raison de ses associations pan-turques. Avançons jusqu'à la chute de l'Union soviétique et la Turquie commence à se réengager avec l'Asie centrale. Le président de l'époque, Turgut Özal, a reconnu l'indépendance des républiques d'Asie centrale plus rapidement que presque tout le monde et a lancé la Turquie dans la région avec un enthousiasme débordant. Dans les années qui ont suivi l'effondrement de l'Union soviétique, la Turquie a fondé 3 grandes universités dans la région. L'université kazakh et turque Ahmet Yasavi à Turkestan, l'université kirghize et turque Manas à Bichkek et l'université internationale turkmène-turque à Ashgabat. La Turquie a investi plus de 3,8 milliards de dollars en Asie centrale et dans le Caucase entre 1992 et 2003, ce qui équivaut à environ 7 milliards de dollars aujourd'hui en tenant compte de l'inflation. Plus de 1170 délégations diplomatiques ont visité les républiques turciques rien que pendant la première année d'indépendance. D'après certains récits, Özal se serait tué à la tâche lors de tournées diplomatiques régionales et est décédé en 1993 après avoir visité toutes les républiques turciques. Cette initiative a poussé la Russie à réagir fermement, limitant par son influence économique l'accès des nouvelles républiques à l'aide internationale. L'instabilité économique et la turbulence politique de la Turquie au milieu des années 1990 ont réduit les ressources disponibles pour l'Asie centrale. Les dirigeants d'Asie centrale, ayant à peine échappé à une grande puissance, n'étaient pas pressés de se subordonner de nouveau. Après l'arrivée au pouvoir du parti AK, dirigé par Erdogan, en 2002 et sa volonté de faire du pays une puissance régionale dans le contexte plus large de la Méditerranée, la politique étrangère de la Turquie s'est tournée vers le Moyen-Orient et l'Asie centrale est descendue dans l'ordre des priorités. Par exemple, en 1992, presque toute l'aide de la Turquie était destinée à l'Asie centrale. En 2005, 55% des projets de la Turquie étaient menés dans les pays du Caucase et d'Asie centrale. Cela a été réduit à 36% en 2010. L'aide au Tadjikistan a atteint un pic de près de 650 millions de dollars pour ensuite chuter à 5 millions de dollars par an. La Turquie n'est jamais vraiment partie et, au lieu d'une aide financière directe, elle a créé des institutions pour orienter progressivement le sentiment des pays turcophones vers elle. Le Conseil de coopération des États turcophones a été créé en 2009, puis il est devenu l'Organisation des États turciques. Le diffuseur public turc TRT a lancé TRT Avaz en 2009, diffusant en azéri, kazakh, kirghize, turkmène et ouzbek, transmettant directement les actualités et les évolutions en Turquie dans les salons d'Asie centrale. Le commerce entre la Turquie et la région est passé de 838 millions de dollars en 2002 à 9,5 milliards de dollars en 2021, et près de 4000 entreprises turques étaient présentes dans les 5 pays. Puis est arrivée l'année 2020 et tout s'est accéléré. La guerre en Ukraine, l'implosion de l'OTSC et le conflit arméno-azerbaïdjanais, le retrait des États-Unis d'Afghanistan, tout cela a créé un vide sécuritaire à la frontière sud de l'Asie centrale, ainsi que la domination économique croissante de la Chine sur toute l'Asie. Tous ces événements ont poussé les États d'Asie centrale à rechercher activement une troisième option, et la Turquie s'était discrètement préparée précisément pour ce moment. Le Conseil de coopération a été renommé Organisation des États turciques en 2021, indiquant précisément quelles étaient les ambitions du pays. En 2021, l'organisation a adopté la vision du monde turcique 2040, une feuille de route explicitement calquée sur l'intégration de l'Union européenne. Avec des objectifs pour un marché commun, un alphabet commun, des cadres institutionnels partagés et une coordination politique et sécuritaire plus approfondie. Les chiffres du commerce intérieur du bloc illustrent la rapidité de l'évolution. Ils sont passés de 33 milliards de dollars entre les États membres en 2022 à 42 milliards de dollars en 2023, soit une hausse de 27% en une seule année. Le commerce bilatéral de la Turquie avec la région a bondi à environ 13 milliards de dollars en 2023. Le Kazakhstan et la Turquie sont convenus de porter leur commerce bilatéral à 10 milliards de dollars d'ici 2030 à partir d'un chiffre confirmé de 6,3 milliards de dollars en 2023. Même l'inclusion de l'Azerbaïdjan dans cet alignement régional est stratégiquement significative. La Turquie a soutenu militairement et politiquement l'Azerbaïdjan durant le conflit du Haut-Karabakh, et la victoire de ce dernier a renforcé la réputation turque comme partenaire de sécurité fiable. Maintenant que l'Azerbaïdjan a rejoint le cadre consultatif d'Asie centrale, il peut servir de véritable pont géographique et politique entre les 5 États d'Asie centrale et la Turquie proprement dite.
Le Turkménistan envisage également probablement de devenir membre à part entière de l'OTS, ce qui compléterait le bloc turcique. Mais tout cela relève de la politique. La véritable raison pour laquelle la Russie n'est plus en lice pour être le principal acteur d'influence en Asie centrale, c'est son armée, ou plutôt son absence. Mais avant d'en arriver là, assurez-vous d'être abonné à The Military Show. Nous publions chaque jour des vidéos sur les événements récents et les grands changements géopolitiques à travers le monde. Revenons à l'armée d'Asie centrale. La plupart des armées étaient équipées du matériel de l'Union soviétique, puis soutenues par l'appui et la formation continue de la Russie, le tout organisé sur la base de la doctrine russe. Pendant longtemps, dès qu'un pays avait besoin d'aide militaire, la Russie envoyait ses troupes. En 2022, la Russie a envoyé des troupes de maintien de la paix au Kazakhstan lors des troubles de janvier liés à la hausse des prix du carburant. Mais la Russie n'a pas réussi à progresser significativement en 4 ans de guerre en Ukraine, ce qui fait douter de la capacité réelle de son armée dans une guerre moderne. En face, il y a la Turquie. Le drone Bayraktar TB2 de la Turquie s'est forgé une réputation en Libye et en Syrie, puis il a fait ses preuves de manière décisive lors de la guerre du Haut-Karabakh en 2020, où il a dévasté les blindés et les défenses aériennes arméniens. L'Ukraine l'a intensément utilisé depuis 2022, plusieurs médias affirmant que ce drone a été crucial au début de la guerre, avant que l'Ukraine ne crée sa propre industrie de drones. En 2023, la plupart des États d'Asie centrale avaient acheté des drones turcs, bien que le Tadjikistan se soit plutôt rapproché de la technologie des drones iraniens. Le Kazakhstan a aussi signé un accord pour fabriquer sous licence des drones Bayraktar turcs sur son sol, produisant ainsi désormais cette technologie militaire turque localement. Le Kirghizistan a accru ses achats de drones sous la pression des forces tadjiques soutenues par des intérêts proches de la Russie, percevant la Turquie comme un partenaire de sécurité fiable. Même le Turkménistan, neutre depuis des décennies, a discrètement étoffé son arsenal avec des systèmes turcs. L'Ouzbékistan a effectué ses achats en 2023 et a signé en 2022 un accord global de coopération militaire avec la Turquie, couvrant le partage de renseignements, la logistique conjointe, la coopération dans l'industrie de la défense et l'éducation militaire. Cela a été élargi en 2026 pour devenir un accord complet de coopération militaire. La Turquie maintient également délibérément des relations bilatérales plutôt que de créer un bloc formel, sachant que les États turciques seront probablement opposés à la création directe d'un bloc militaire. Cela éviterait l'image d'un bloc militaire rappelant l'ancienne Union soviétique et faciliterait une future coopération. Compte tenu de l'inaction russe en Arménie, des retraits de Syrie et de l'état de l'OTSC, on peut affirmer que certains États turciques ne se sentent plus soutenus par la Russie. Le Kazakhstan, en particulier, est le plus grand membre non russe de l'OTSC, et certains sondages ont suggéré que le soutien des populations locales à l'alliance existante est faible. Le pays a aussi cherché à se protéger de la Russie en apaisant la Turquie par des échanges accrus et la Chine en devenant un acteur clé de l'initiative La Ceinture et la Route pour étendre l'influence chinoise vers l'ouest. Vient ensuite la composante économique axée sur les ressources qui met en avant les réserves de pétrole et de gaz de la région. La Russie contrôle depuis longtemps les oléoducs et gazoducs par lesquels le pétrole et le gaz d'Asie centrale atteignent les marchés européens, et ce contrôle a servi de moyen de pression. Depuis l'invasion de l'Ukraine, Moscou a perturbé les exportations de pétrole du Kazakhstan via les ports russes de la mer Noire au moins 4 fois, rien qu'en 2022, démontrant ainsi à quel point cette laisse peut être tirée à volonté. La Turquie s'emploie activement à construire l'infrastructure nécessaire pour couper cette laisse, ce qui a abouti au corridor du milieu, une route ferroviaire et maritime partant de la Chine, traversant le Kazakhstan, la mer Caspienne, l'Azerbaïdjan et la Géorgie, entrant en Turquie, puis se dirigeant vers l'ouest en Europe. Le corridor, qui auparavant ne représentait que moins de 1% du trafic de son équivalent russe du Nord, a vu ses volumes de fret augmenter de 33% en 2022, puis de 89% en 2023 et encore de 70% en 2024, alors que les expéditeurs ont commencé à détourner leur route de la Russie. La Banque mondiale estime qu'avec de meilleures logistiques, le fret du corridor pourrait tripler à 11 millions de tonnes d'ici 2030. L'Union européenne, la Banque asiatique de développement et plusieurs partenaires bilatéraux se sont tous engagés à développer le projet. La Turquie, située à l'extrémité ouest de ce corridor, bénéficie d'un avantage géographique majeur. La Turquie poursuit aussi le projet de gazoduc transcaspien, visant à transporter le gaz turkmène sous la mer Caspienne vers le corridor gazier du Sud, puis vers les marchés européens via la Turquie. Ce projet est en développement inactif depuis 1997 et a été bloqué à chaque fois par la Russie et l'Iran, qui ont tous deux à perdre si le gaz turkmène atteint l'Europe sans passer par leur territoire.
Mais en 2024, la Turquie et le Turkménistan ont signé un protocole d'accord sur les transferts de gaz naturel, première étape concrète vers la réalisation de ce gazoduc. Le Turkménistan, qui détient les 4e plus grandes réserves prouvées de gaz naturel et dépend presque exclusivement de la Chine comme acheteur, a tout intérêt à diversifier ses débouchés. La construction du gazoduc transcaspien serait le revers le plus important pour l'influence énergétique russe en Asie centrale et en Europe depuis des décennies. Et l'élément clé de tout cela qui inquiète la Russie, c'est que le principe du panturquisme repose sur des bases similaires à celles du panslavisme, pratiquement le même concept que la Russie a utilisé pour justifier l'invasion de l'Ukraine. Malgré l'influence soviétique, les pays turciques restent culturellement proches de la Turquie. Et il serait absolument hypocrite d'essayer de nier ce lien tout en affirmant le même lien entre la Russie et l'Ukraine. Certains analystes russes ont présenté le panturquisme comme un complot de l'OTAN, affirmant qu'il s'agit d'une opération occidentale orchestrée pour affaiblir la Russie depuis le sud. Cette interprétation est liée à la présence de la Turquie dans l'OTAN et à son choix d'appliquer la Convention de Montreux pendant la guerre en Ukraine, limitant le passage de navires de guerre supplémentaires par les détroits turcs et compliquant la position russe en mer Noire. Cela ne veut pas dire que la Turquie remplace simplement la Russie. Elle ne partage pas de frontières avec les 5 États d'Asie centrale, contrairement à la Russie et à la Chine. La géographie donne des avantages commerciaux, d'infrastructures et militaires que la diplomatie et les drones ne compensent pas totalement. Le commerce de la Chine avec la région atteint 89,3 milliards de dollars. L'Union européenne commerce à hauteur de 74,65 milliards de dollars et la Russie elle-même commerce encore à environ 40 milliards de dollars. La situation géopolitique délicate de la Turquie complique les choses. Erdogan a gardé des liens actifs avec Poutine durant la guerre en Ukraine, la Turquie n'ayant pas rejoint les sanctions occidentales contre la Russie. Plutôt que d'empêcher directement la Russie en mer Noire, elle a négocié l'initiative sur les céréales de la mer Noire. Elle achète toujours du gaz russe et maintient des liens économiques qui limitent la capacité d'Ankara à s'opposer ouvertement à Moscou dans sa région. Simultanément, l'appartenance de la Turquie à l'OTAN l'oblige à se plier à la défense collective de l'Alliance. Les États d'Asie centrale ne choisissent pas vraiment la Turquie au détriment de la Russie et de la Chine, mais l'intègrent simplement dans leur stratégie d'équilibre pratiquée depuis des décennies. Le même président kazakh, qui réaffirme l'intégrité territoriale de l'Ukraine, assistera au défilé de la victoire de Poutine à Moscou. Ce qui est vraiment nouveau, c'est la direction prise. Les alphabets latins, les villes renommées, les manuels d'histoire communs, les achats de drones et les corridors commerciaux construits autour de la Russie plutôt qu'à travers, elles s'accumulent lentement en une infrastructure qui permet à ces pays de réduire progressivement leur dépendance à l'égard de la Russie. L'Organisation des États turciques n'est pas l'Union européenne ni les BRICS, mais c'est une institution fonctionnelle avec de véritables flux commerciaux, une réelle coopération militaire et une feuille de route d'intégration à long terme qui est effectivement mise en œuvre. La Turquie est aussi quelque chose que la Russie ne peut être. Un partenaire économique qui a un véritable lien culturel avec la région grâce à une histoire et une langue commune, tout en étant la 2e plus grande armée de l'OTAN et considérée comme faisant partie du top 10 pour 2026. La plus grande ironie, c'est que Vladimir Poutine a lancé son invasion de l'Ukraine, au moins en partie, pour réaffirmer la domination russe sur l'espace post-soviétique et empêcher l'érosion continue de la sphère d'influence de Moscou. Au contraire, la guerre a davantage accéléré l'éloignement de l'Asie centrale vis-à-vis de la Russie que n'importe quel autre événement au cours des 30 dernières années. Elle a offert à la Turquie une opportunité qu'Ankara s'est empressée de saisir rapidement et efficacement. Pendant des années, la Russie a pu se vanter de son avantage en matière de missiles balistiques sur l'Ukraine. Ces missiles se sont abattus sur les villes et les infrastructures ukrainiennes. Mais la tendance s'inverse, et l'avantage balistique de Poutine sera bientôt réduit en poussière. L'Ukraine et l'Europe ont un plan. Un projet gigantesque pour construire un bouclier impénétrable qui arrêtera les missiles russes et affaiblira les ambitions de Poutine de façon irréversible. La protection arrive. Mais la véritable histoire, c'est qu'il s'agit d'une protection assurée par une coalition que Poutine n'aurait jamais imaginée. Lors de son discours du 12 mai à son peuple, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a révélé que l'Ukraine a officiellement formé une coalition avec plusieurs partenaires européens destinés à lutter directement contre la menace des missiles balistiques que représente la Russie. Cette annonce fait suite à une réunion des conseillers à la sécurité nationale de tous les pays concernés. Ce qui sortira de cette coalition pourrait être l'initiative la plus importante menée par l'Ukraine avec ses partenaires européens depuis l'invasion de Poutine. Nous avançons régulièrement sur la production de capacités antibalistiques en Europe. Nous formons une coalition antibalistique, a déclaré Zelensky lors de son discours.
ajoutant « En ce moment, nous sommes plus proches d'un résultat que jamais auparavant ». Alors, que signifie cela ? La réunion évoquée par Zelensky s'est tenue à Kiev, réunissant 13 nations partenaires de l'Ukraine et des représentants du bureau du secrétaire général de l'OTAN. La dernière partie est essentielle. Même si la coalition compte une douzaine de partenaires, la présence de représentants de l'OTAN montre que cette organisation de 32 membres suit de près les préparatifs de l'Ukraine. Beaucoup de membres de la nouvelle coalition ukrainienne seront probablement aussi membres de l'OTAN. Ce qu'ils créent ensemble pourrait être utilisé par une organisation qui veut affaiblir la Russie au maximum. Volodymyr Zelensky n'a pas précisé quelles nations participeront. Il est peut-être révélateur que Volodymyr Zelensky ait enchaîné son discours par un départ immédiat pour la Roumanie, afin d'assister à la réunion du groupe Bucarest 9. Ce groupe informel se réunit régulièrement pour discuter du renforcement de la défense de l'Ukraine. La Roumanie en est membre, tout comme la Lettonie, l'Estonie, la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Lituanie, la Bulgarie et la République tchèque. Cette réunion des 9 a-t-elle été organisée pour permettre à l'Ukraine de discuter de son projet de défense antimissile ? Zelensky vient d'atterrir en Roumanie lors de la création de cette vidéo, nous en saurons donc peut-être plus quand vous la verrez. Nous savons que l'Ukraine développe des partenariats pour créer de nouvelles défenses aériennes, nécessaires au bouclier antimissile balistique protégeant son territoire et celui de toute nation européenne menacée par Poutine. Firepoint, fabricant du tristement célèbre Flamingo, un hybride entre drone et missile de croisière, relançant la stratégie de frappe en profondeur ukrainienne, est à la pointe de nombreux partenariats. Le Kyiv Post indique que l'entreprise collabore avec des sous-traitants européens pour créer de nouvelles défenses aériennes. Ces défenses pourraient bouleverser la stratégie russe à longue portée, saturée de missiles. Elles pourraient aboutir à la création d'un remplaçant pour un missile intercepteur essentiel mais coûteux. Nous ne savons pas grand-chose sur ce sur quoi travaille Firepoint, car l'entreprise souhaite naturellement garder ses travaux aussi secrets que possible afin de limiter les chances que la Russie développe des contre-mesures à ce qu'elle crée avec ses partenaires. Cependant, l'un des dirigeants de l'entreprise, Denis Stillerman, a confirmé que des travaux sont en cours sur un nouveau système, dont le lancement est prévu à un moment donné en 2027, rapporte Reuters. Le but, selon ce dirigeant, est simple, produire une alternative européenne à l'intercepteur de missiles Patriot. Le ramener sous $1 million transformerait les solutions de défense aérienne, a déclaré le dirigeant, ajoutant « Nous comptons intercepter le premier missile balistique fin 2027 ». Pour donner un contexte, les missiles Patriot fabriqués aux États-Unis sont l'une des parties les plus importantes de la défense aérienne en couche de l'Ukraine, notamment parce qu'ils peuvent contrer les missiles de croisière et balistiques russes. Mais l'un des problèmes avec les intercepteurs Patriot, c'est qu'ils vident les comptes bancaires de tous les pays qui les achètent. Selon la BBC, une seule batterie Patriot coûte environ $1 milliard, et chaque missile lancé par ces batteries a un coût unitaire d'environ $4 millions. L'Ukraine ne peut se permettre ces dépenses, alors que la Russie attaque presque chaque jour avec missiles et drones. Le prix est un problème avec le système Patriot. Un autre problème que l'Ukraine veut résoudre avec sa nouvelle coalition de défense antimissile balistique, dont nous parlerons plus tard. Les États-Unis pourraient encore participer à la nouvelle coalition antimissile balistique de l'Ukraine. Dans son discours, Zelensky a évoqué la coordination de l'Ukraine avec les États-Unis sur les défenses aériennes. Qu'est-ce que cela implique ? Zelensky n'a pas précisé, mais il est possible que les États-Unis attendent de voir si Firepoint peut proposer une alternative moins chère aux Patriot. Ce serait déjà précieux. Mais si ce missile est aussi compatible avec les systèmes Patriot actuels, l'Ukraine pourrait devenir un acteur clé de la défense aérienne, capable de répondre à des besoins bien au-delà des siens. Une chose est sûre, cette annonce de coalition tombe au meilleur moment pour l'Ukraine. RBC Ukraine a rapporté le 11 mai que l'Ukraine risque de manquer de missiles intercepteurs Patriot, la Russie poursuivant ses bombardements avec des missiles balistiques et de croisière. Pour aggraver le problème, de nombreux alliés de l'Ukraine hésitent à transférer davantage de leur stock de missiles à l'Ukraine, même si cette dernière est prête à dépenser de l'argent pour obtenir ces missiles. Il ne reste plus que quelques batteries patriotes en Ukraine, et l'initiative Pearl permettant aux Européens d'acheter des armes américaines pour l'Ukraine ne fournit pas assez pour protéger son espace aérien. La même source indique que Vladimir Poutine renforce à nouveau ses menaces nucléaires, tout en annonçant l'expansion des forces stratégiques russes. Lors d'un discours, Vladimir Poutine a affirmé que la Russie avait été contrainte de réfléchir à la garantie de sa sécurité stratégique après que les États-Unis ont décidé de se retirer du traité sur les missiles antibalistiques.
Ce traité concerne les États-Unis et la Russie, mais toute menace accrue de missiles balistiques de Vladimir Poutine sera forcément une mauvaise nouvelle pour l'Ukraine. Le fait que Vladimir Poutine ait également mentionné le missile Oreshnik de la Russie, qui est un missile balistique hypersonique utilisé pour la dernière fois contre l'Ukraine en janvier, constitue une autre source d'inquiétude pour l'Ukraine. Vladimir Poutine a précisé que ce missile peut recevoir des ogives nucléaires. Cela suffit à rendre l'Ukraine méfiante au point qu'elle a besoin de toutes les défenses possibles pour faire face à ce qui semble être une version de Vladimir Poutine de plus en plus instable, à mesure que ses tentatives de manipuler le monde qui l'entoure échouent. Au-delà des menaces et de la rhétorique de la Russie, l'Ukraine et sa coalition anti-missiles balistiques peuvent également jouer un rôle important dans la dissociation de l'un des aspects les plus importants de la défense aérienne ukrainienne vis-à-vis des États-Unis. Et cela nous ramène directement au deuxième problème concernant les Patriots que nous avons mentionné plus tôt. Avant d'aller plus loin, une parenthèse, vous regardez l'émission militaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour cliquer sur le bouton afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Donc les Patriots. Quel est le véritable problème au-delà du coup des missiles intercepteurs Patriot américains? Le problème peut se résumer en 3 mots. Opération Fureur épique. Lorsque les États-Unis ont lancé leur guerre contre l'Iran, ils l'ont fait en sachant que l'Iran allait riposter avec des attaques de drones et de missiles, à la fois contre les navires de guerre américains stationnés dans la région du Golfe Persique, et contre ses voisins du Golfe. L'Iran a agi ainsi, et les Patriots étaient la principale défense aérienne américaine face à la menace iranienne. Selon The Independent, l'Institut de recherche sur la politique étrangère basé en Pennsylvanie affirme que les États-Unis à eux seuls ont utilisé environ 325 missiles intercepteurs Patriot au cours des 96 premières heures de l'opération Epic Fury. Lorsque vous ajoutez les nations du Golfe qui se défendent elles-mêmes, le nombre grimpe beaucoup plus haut. 943 missiles Patriot tirés en 4 jours. Encore plus de missiles Patriot ont été utilisés dans les semaines suivantes, ce qui pose un gros problème à l'Ukraine. Si les États-Unis manquent de missiles Patriot, l'Ukraine ne pourra plus en obtenir, alors qu'ils sont essentiels à sa défense aérienne. Zelensky a déjà signalé le goulet d'étranglement dans la production, un problème majeur. Le président ukrainien affirme que les États-Unis produisent entre 60 et 65 missiles Patriot par mois, ce qui représente un maximum de 780 par an, si les chiffres de Zelensky sont exacts. Zelensky indique aussi que 803 missiles Patriot ont été utilisés le premier jour de l'opération Epic Fury. Peu importe qui a raison, le président ukrainien ou l'Institut de recherche sur la politique étrangère. L'essentiel est qu'en quelques jours, plus d'1 an de production de missiles Patriot a été utilisé. Le même rapport de l'Independent souligne que les États-Unis avaient déjà détourné un nombre considérable de leurs missiles Patriot vers le Moyen-Orient au 20 mars. Et d'où venaient ces missiles ? Principalement des bases américaines en Europe qui comptaient sur eux pour renforcer leur défense aérienne. Il devient alors plus compréhensible que les nations européennes hésitent à envoyer plus de missiles Patriot à l'Ukraine. Ils ont déjà perdu de nombreux missiles de leur stock, bien qu'ils appartiennent aux États-Unis, et ne peuvent pas s'affaiblir davantage en aidant l'Ukraine. Cette situation explique pourquoi l'Ukraine a réuni 13 partenaires européens pour sa coalition anti-missiles balistiques, et pourquoi Firepoint collabore avec des entreprises de défense européennes pour créer une alternative aux Patriot. L'Europe souhaite réduire sa dépendance aux défenses aériennes américaines, comme l'Ukraine, ce qui est de mauvaises nouvelles pour Poutine. Il ne semble pas que la pénurie de missiles Patriot va se résoudre de sitôt. Le gouvernement américain a accordé à Lockheed Martin un contrat préliminaire de 4,7 milliards de dollars pour fabriquer plus d'intercepteurs Patriot. Mais cela ne représente que 1175 missiles à fabriquer, en supposant que le prix de 4 millions de dollars rapporté par la BBC soit exact. Même si Lockheed Martin fabrique ses missiles en 1 an, cela ne résoudra pas la pénurie actuelle et servira surtout à réapprovisionner les États-Unis, avec peut-être quelques missiles en plus pour d'autres. Les États-Unis retardent aussi la livraison des Patriot et missiles promis à leurs partenaires. Le 13 mai, les États-Unis ont annoncé à la Suisse que la livraison des Patriot serait de nouveau retardée à cause de la guerre en Iran. La Suisse a commandé ces systèmes en 2022 en s'attendant à ce qu'ils soient livrés entre 2026 et 2028. Ce calendrier avait déjà pris 4 ou 5 ans de retard à cause de la guerre en Ukraine, selon Al Jazeera English, et il est encore repoussé, car les États-Unis veulent garder un maximum de matériel Patriot pour soutenir l'opération Epic Fury et sa reconstruction. Le gouvernement suisse affirme que les États-Unis réclament plus d'argent pour les systèmes Patriot qu'en 2022, lors de la signature du contrat. La décision américaine a amené la Suisse à rechercher d'autres fournisseurs, dont des systèmes sud-coréens, français, allemands et israéliens, à l'étude.
Il se pourrait bien que la Suisse finisse par devenir membre de la nouvelle coalition de l'Ukraine, à supposer qu'elle ne le soit pas déjà. Le constat est clair, l'Ukraine et nombre de ses partenaires européens ne peuvent plus compter sur un approvisionnement régulier en systèmes patriotes et missiles. Une alternative est nécessaire. C'est exactement ce que la coalition de 13 nations paraît prête à offrir. Voici ce que cela implique pour l'avenir en Ukraine et en Europe. Poutine va être furieux. Il n'est probablement pas anodin que cette rhétorique nucléaire et balistique s'intensifie justement au moment où l'Ukraine a annoncé sa nouvelle coalition. Poutine doit maintenant affronter 13 nations alliées à l'Ukraine, pour contrer la menace dont il se sert pour intimider et soumettre ses ennemis. Ne vous y trompez pas, la Russie est une grande menace de missiles balistiques. Selon l'Association pour le contrôle des armements, la Russie possède d'énormes stocks de 19 types différents de missiles balistiques, dont certains ont déjà frappé le territoire ukrainien. L'usage d'Orekhnik par la Russie a déjà été mentionné, et ces missiles Iskander sont trop fréquents dans le ciel ukrainien. Certains missiles balistiques peuvent parcourir jusqu'à 18 000 km, selon l'association, les rendant dangereux pour presque tout pays s'opposant à la Russie. La Russie en est consciente et mise sur la menace de son arsenal. En juin 2025, le Kyiv indépendant a signalé que la production de missiles balistiques russes avait augmenté de 66% en un an, probablement pour maintenir les stocks et continuer les attaques contre l'Ukraine. À ce moment-là, le renseignement militaire ukrainien a indiqué que la Russie fabriquait entre 60 et 70 missiles Iskander-M par mois, ainsi qu'entre 10 et 15 missiles hypersoniques, Kinzhal. Les valeurs les plus basses de ces chiffres entraînent l'augmentation de 66%. En prenant les valeurs les plus élevées, la Russie a augmenté sa production de missiles balistiques de près de 89%. La Russie affirme construire en permanence de nouveaux types de missiles balistiques. Le 13 mai, The Independent a rapporté que la Russie dit avoir testé avec succès un nouveau missile balistique intercontinental nucléaire, que Moscou dit pouvoir mettre en service d'ici fin 2026. Sergueï Karakayev, commandant des forces de missiles stratégiques russes, a annoncé à Poutine la réussite du test d'un missile Sarmat la veille du rapport de The Independent. Bien sûr, il faut prendre cette information avec prudence. La Russie pourrait simplement prétendre avoir réalisé un test réussi. Cette affirmation vient d'un proche qui dit à Poutine ce qu'il veut entendre pour servir ses propres intérêts. Cela ne change toutefois pas le fait que la menace des missiles balistiques russes joue un rôle énorme dans la démonstration de force de Poutine à travers toute l'Europe. La coalition menée par l'Ukraine avec 13 pays pour contrer cette menace est une provocation directe contre Poutine. Le président russe ne sera pas satisfait de la portée symbolique de cette coalition. Une grande partie de la rhétorique de Poutine vise à diviser l'Europe. Le dirigeant russe espère avant tout que les nations alliées de l'Ukraine se perdent dans les querelles et l'indécision, compromettant ainsi leur coopération avec l'Ukraine. Lorsqu'il apprend que certains pays refusent de livrer des missiles intercepteurs patriotes à l'Ukraine, il pense que ses plans fonctionnent. Lorsque la nouvelle éclate qu'une grande coalition de partenaires travaille aux côtés de l'Ukraine sur une initiative quelconque, sans même parler d'une initiative visant à contrer l'une des plus grandes menaces de la Russie, il commence à paniquer. Symboliquement, cette coalition démontre un niveau d'unité que Poutine essaie de détruire. Encore pire, 13 autres nations croient tellement en l'avenir et la souveraineté de l'Ukraine qu'elles sont prêtes à travailler aux côtés du pays pour développer un bouclier antimissile balistique impénétrable, projet pouvant durer des années. Cela seul envoie un message à Poutine. L'Ukraine restera une nation souveraine longtemps, et la Russie ne peut rien y changer. S'ajoute aussi ce que cela implique pour l'Ukraine d'être un partenaire égal dans cette coalition, et même de paraître en diriger l'initiative. Cela envoie un message totalement différent à Poutine, à savoir que l'Ukraine achève sa transformation. Elle passe d'une nation qui dépendait fortement de ses partenaires, pour repousser l'agression russe, à une nation capable de devenir à la fois fournisseuse et bénéficiaire du type de technologie qui détruit les ambitions de la Russie. Rien que ces derniers beaux mois, des nations du monde entier se sont tournées vers l'Ukraine pour obtenir de l'aide dans leur défense, ou pour collaborer avec elle afin de créer des armes encore plus impressionnantes. Des armes. Le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont conclu des accords de défense de 10 ans avec l'Ukraine pour accéder à la technologie des drones intercepteurs. En retour, l'Ukraine obtiendra carburant, argent et armes. Le Royaume-Uni et l'Ukraine ont conclu un nouveau partenariat sur les drones, conçu pour aider les deux nations à se procurer davantage de cette solution à faible coût face aux armes russes. Le 12 mai, l'Ukraine et l'Allemagne ont signé une lettre d'intention pour lancer Brave Germany, apparemment une branche du programme ukrainien Brave One. Dans cet accord, l'Ukraine et l'Allemagne coopéreront au développement de technologies variées, des systèmes sans équipage au laser,
à l'IA et aux missiles. Poutine veut diviser pour mieux régner, n'est-ce pas? Il semble qu'il obtienne exactement le résultat inverse. L'Ukraine est en train de devenir le ciment qui unit des nations du monde entier, et il n'y a pas de meilleure situation pour le pays en ce moment. Ces accords et la coalition anti-missiles balistiques prouvent que l'Ukraine est un partenaire de défense clé pour plusieurs grandes nations européennes et du Golfe. La dernière coalition n'est qu'un aperçu du problème. Le bouclier anti-missiles balistique, déjà immense, marque seulement le début des difficultés pour la Russie, car l'Ukraine devient désormais un partenaire de défense plus fiable pour de nombreux pays. Vladimir Poutine ne peut qu'observer et espérer que la nouvelle coalition tarde à obtenir des résultats. Nous avons vu la rapidité d'action de l'Ukraine. Nous pensons que les espoirs de Poutine seront anéantis plus tôt qu'il ne le pense. Le président russe ne peut même pas compter sur ses marionnettes en Europe pour créer la division voulue. Fin avril, un événement majeur en Hongrie a bouleversé l'équilibre des pouvoirs en défaveur de Vladimir Poutine. Viktor Orban est parti. Péter Magyar est arrivé. Vous pouvez découvrir pourquoi cela compte autant pour Vladimir Poutine en regardant notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre émission sur l'actualité militaire, pour voir plus de nos analyses sur la montée en puissance de l'Ukraine en tant que puissance militaire. Et merci comme toujours de nous avoir regardés.